of the two unassigned variables. Good, except when the value of the x-coordinate is equal to or less than the value of 1. Yes, Isaac? What about that problem? Oh, don't worry about that. M Wait, is... why? I just put that up as a joke. That's probably the hardest geometry equation in the world. Well, how much extra credit is it worth? Well, considering I've never seen anyone get it right, including my mentor, Dr. Leakey at MIT, I guess if anyone here can solve that problem, I'd see to it that none of you ever have to open another math book again for the rest of your lives. Max, care to try it? I'm sorry, did someone say my name? You got it. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous au cours de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier, le DAB+, Twitch, YouTube et toutes vos plateformes de podcast. Nous sommes le dernier mercredi de juin. Et qui dit dernier mercredi de juin dit fin de saison pour TCS. Je vais donc vous présenter toutes les personnes qui sont tristes autour de moi en ce jour. Déjà, on a l'homme le plus triste de Jacou qui vient de parcourir un marathon. Et c'est Nino, pas trop dur ce soir. Je suis pas triste, je suis énervé, j'en peux plus du soleil, de la table, des travaux là. Ah bah je sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est le sud. Mais je suis aussi très triste de la fin de l'émission. Ouais. En face, on retrouve celle qui m'a fait pleurer après sa première animation de l'année, Justine. Tu le prends positivement ou négativement, c'est toi qui vois. Ouais. Comment ça va? Ça va, même si moi aussi je suis en colère face aux travaux, toujours aussi constants pour venir. Ouais, mais toi, j'ai l'impression que c'est depuis des mois que tu commences déjà à le dire. Même avant les travaux, t'étais déjà en colère. J'avais anticipé les travaux, j'étais colère. Je crois qu'elle est en colère contre Mickaël directement. Mais ça n'existe pas en plus, je pense, avant les travaux. Il y a toujours des travaux quelque part, c'est juste que... C'est vrai que ces travaux ici, une période de notre vie n'existe pas. Vincent est en notre présence ce soir. Est-ce que tu pleures autant que les personnages d'Élémentaire ce soir? Et non, parce que moi j'adore les travaux. Ah, il est dans le bâtiment, vous savez, donc bon. Enfin, on termine ce tour de table par celle qui m'émeut par chacun de ses quiz. Marie, comment tu vas, Marie? Au bout du Rolls, mais on est là, quoi. Ouais. Bon, bah, ouais. Enfin, on est là, hein, c'est la dernière, faut tenir. On est là, bien sûr, on est là. En régie, c'est Yanis qu'on retrouve, il a pas fait de régie depuis des années, donc s'il y a des bugs ce soir, vous pourrez dire que c'est de sa faute. Et Florent est aussi à la vidéo ce soir, bonjour à vous deux. Ce soir, on a débuté l'émission avec une scène de Rushmore de Wes Anderson, une scène que j'adore du cinéaste derrière Asteroid City cette semaine. Est-ce qu'il y a des fans de Rushmore ou de Wes Anderson en général autour de la table?
table? Moi, j'ai vraiment pas tout vu, donc je peux pas dire que je suis fan. Mais Rushmore, il y en a qui l'ont vu? Moi, j'ai pas vu Rushmore, moi non plus. Non, tu l'as pas vu? Alors que j'aime beaucoup Wes Anderson pour le coup, mais j'ai pas vu Rushmore. Ok. Et toi, Justine? Idem, j'aime bien ses œuvres, mais j'ai pas tout vu et j'ai pas vu Rushmore. Et Nino? Moi, je suis pas fan d'Anderson, mais j'expliquerai. Après, je l'ai pas vu. Très bien. Bon, bah, en tout cas, c'est sympa. Rushmore, c'est pas encore quand il se parodie et tout ça. Donc voilà. Au programme de nos débats, Asteroid City de Wes Anderson, donc Élémentaire de Peterson et Magnificat de Virginie Sauveur. Comme tous les ans, nous parlerons également des films que nous attendons cet été. Et à cette occasion, nous consacrerons un petit zoom sur Les Filles d'Olpha qui sortira mercredi prochain et qu'on a pas mal aimé dans l'équipe. Bon, sauf vous, parce que vous l'avez pas vu encore en fait autour de la table. À cette occasion, la cinéaste Kauter Benania sera notre invitée. Le quiz de Marie, les news de Nino et les recos de l'équipe seront aussi au programme. Donc sans plus attendre, on débute tout de suite avec les dernières news de la saison. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Et tout de suite, le mercato. Pour ces dernières news de la saison, un mercato tourné vers le retour de personnages plus ou moins iconiques. La première grosse annonce, c'est celle des interprètes de Clark Kent et Lois Lane pour Superman Legacy de James Gunn. Le super-héros sera joué par David Corenswet Sweat en compagnie de son love interest joué par Rachel Brosnahan. Oh là là, j'y arrive pas. Ça a l'air dur. Juste oui ou non, est-ce que ça le fait? Autour de la table. Non, en fait, je pensais pas à ces gens-là, donc je pensais que tu disais que le casting original allait revenir. Bah non, c'est... Et moi aussi, j'ai l'idée en tête. Elle a changé, Rachel Brosnahan. Du coup, je sais pas de quand date. Ouais, mais elle a changé. Moi, je la connais de House of Cards, mais voilà, j'ai rien à faire en fait. Du coup, je suis déçue. Moi, si je suis très déçue de l'information. Le gars a une bonne tête de Superman quand même. Oui, il fait un peu Smallville. Comme on pensait pas à lui, voilà. En tout cas, on verra quand. J'ai oublié la date de sortie, mais on verra quand le film sortira. On a aussi appris la suite d'un film sorti plus de 20 ans auparavant. Si je vous dis football et kung-fu. Ouais, bien sûr. Moi j'ai la réponse. Shaolin Soccer. Ah oui. Et bien Steven Chow sortira une suite Shaolin Women's Soccer parce que cette fois c'est un casting 100% féminin. Bah oui. Et il a d'ailleurs lancé un appel à casting sur son Instagram. Toutes les nationalités sont les bienvenues. Donc mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire autour de la table. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Justine Marie, j'ai hâte de vous voir. Ouais. J'ai hâte de vous voir dans le film. Pour finir, un projet à prendre au conditionnel, Bryan Cranston a révélé qu'il réfléchissait toujours à une suite de la série qu'il a mis sur le devant de la scène. Et oui, avant d'être un baron de la drogue, il était le père dans Malcolm in the Middle. Il dit, je cite, « Sur une échelle de 1 à 10, nous sommes à 8 en ce qui concerne une réunion, un film ou une série. Effectivement, nous avons travaillé sur des concepts, des histoires, des intrigues. » Après, c'est des news qu'ils ont déjà dit depuis pas mal de temps, plusieurs fois, mais peut-être que cette fois, ça va se concrétiser. Autour de la table, du coup, quel personnage vous avez le plus hâte de retrouver sur vos écrans? Entre Superman, Shaolin Soccer. Le truc qui me chauffe le plus, Shaolin Soccer en vrai. Ouais, Shaolin Soccer, incroyable. Les gars, Malcolm. Non, mais Malcolm, je m'en bats les couilles, c'est Osef pour moi, j'ai jamais regardé. Mais Shaolin Soccer, le film de base est tellement incroyable. De se dire, on va en faire une suite, je trouve ça génialissime et je le verrai, c'est sûr, mais à 100%. Malcolm aussi. Shaolin Soccer. Le retour d'une rubrique que beaucoup attendaient. Tout à fait. En hommage à Florent, qui n'est pas autour de la table pour cette dernière émission, mais en régie, je vais reprendre sa rubrique déjà culte qu'il a inaugurée il y a maintenant un mois. Et oui, le temps file, la suite du mercato. On va s'attarder ici sur les futurs projets. Ça, c'est quand t'as la flemme de faire des news. Des news construites, tu fais la suite du mercato. On va s'attarder ici sur les futurs projets de grands réalisateurs. Tout d'abord, une annonce surprise de Quentin Dupieux, toujours dans son rythme effréné. Son prochain film ne sera pas Dali, pourtant prévu pour le 1er novembre prochain, mais Yannick, le 2 août prochain, avec toujours la crème de la comédie française, Raphaël Quenard, Pio Marmaille, Blanche Gardin, Sébastien Chassagne ou encore Agnès Hurstel. On parlera tout à l'heure de Asteroid City de Wes Anderson et il prépare déjà son prochain long métrage. On n'en sait pour l'instant pas grand chose hormis que ce sera un film d'espionnage sur une relation père-fille avec un ton plutôt sombre, une histoire plus linéaire qu'à son habitude et enfin Benicio del Toro sera selon le réalisateur dans tous les plans aux côtés de Michael Cera et Jeff Goldblum. Enfin pour finir un projet
étonnant. Le réalisateur danois Nicolas Winding Refn adaptera en série pour la BBC la série de livres pour enfants Le Club des 5 avec 3 épisodes d'1h30 chacun. Sur ces 3 autres projets du Mercato, quel est celui qui vous chauffe le plus ? Franchement, Winding Refn, je m'en bats les couilles aussi des Club des 5, mais ça me rappelle quand j'étais petit et je suis très surpris de cette annonce. Non, mais moi j'adore le Club des 5, mais je déteste Refn et il va juste en faire des putins de camés dans sa putain de série de 3 épisodes là, ça va juste être ça là. Attends, il est trop chiant ce mec. Comment ? C'est conceptuel. Moi j'attends, regarde, je sais pas, après un Pokémon par Gaspard Noé, tu vois, un truc comme ça. Ça va être sympa. Sur la ligne là, clairement, ouais, bien sûr. Mais ouais. Et les autres ? Et vous deux ? Ouais, il y a des gens. Non, mais toi aussi, je t'ai chauffé avec Pokémon par Gaspard Noé. Ouais, c'est ça, j'étais en train d'y penser. Non, mais le film de Wes Anderson, d'espionnage sur un ton sombre et tout, c'est un peu étonnant vu ce qu'il fait récemment. Donc, à voir. Mais pourquoi il se met une contrainte d'avoir Benicio del Toro dans tous les plans ? Il adore. Il va y avoir 3 plans séquences et ce sera fini. Peut-être que c'est métaphorique et qu'il ne sera pas littéralement dans tous les plans, mais voilà. Enfin, une nouvelle plus sombre pour finir. Oui, une victime de plus du sentiment d'impuissance des célébrités, des hommes en général. Cette fois-ci, c'est l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos qui a été placé en garde à vue jeudi dernier. Une jeune femme a porté plainte. Le réalisateur l'aurait touché au niveau des parties intimes alors sous l'effet de l'ébriété. Dans une boîte de nuit au début de ce mois de juin, il sera jugé début 2024. Bon, j'ai pas trouvé de question pour cette news, mais... Pour ou contre ? Il n'y a pas grand-chose à dire. La question, c'est qui ça étonne. Ouais, franchement, s'il y a bien un gars dans le cinéma français où ça me surprendrait pas. C'est lui, voilà, exactement. Ouais. J'espère qu'on parlera d'un film de lui très prochainement, comme ça Justine pourra bien. Oh là là, oui, j'ai trop hâte. Non, mais ce qui est bien, du coup, c'est que c'est un des rares qui se fait accuser où il n'y a pas tout le monde qui dit oh là là, on s'y attendait pas du tout. C'est vrai. Là, on fait oui, bon, bah. Nicolas, juste sa défense de. Oups, pardon, je m'en souviens pas, j'étais bourré. J'étais bourré, je savais pas. Mais apparemment, il y avait des policiers sur place, il y avait plein de preuves et tout. Genre, c'est pour ça qu'il y a un procès aussi rapide. Donc, au moins, pour une fois, il y avait des preuves. Pour une fois, ça a été pris vite en compte, surtout. Et ça a pas été démenti. Il y avait des policiers déjà sur place. On dirait qu'il avait prévu le truc. C'est pour faire un gros buzz. Après, il va faire un film. En sortie de prison, il fera un film. Putain, pour dénoncer ça et tout. Pour faire un mea culpa, excusez-moi, j'étais bourré, pardon. Bon, bah, merci Nino en tout cas pour ces news. Enchaînons tout de suite avec nos 3 derniers débats de la saison. Il fut un temps où Pixar symbolisait le must de l'animation sur Terre. Cette ère semble loin, à moins que Peterson ne nous fasse fondre en larmes et nous ravive la flamme avec son élémentaire bande-annonce. Meet the residents of Element City. Air usually has their head in the clouds. Oh, my new jacket! Earth can be a little seedy. Nothing weird going on here. Just a little pruning. Water is always getting into something. Help! And fire? As ordered, we run a little hot. This shop is dream of our family. Someday it'll all be yours. But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. What the? A pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Oh. So you've never left Firetown? Sorry, buddy. Elements don't mix. Hey! Plus, my dad would boil you alive. Why does anyone get to tell you what you can do in your life? Come on! Why do they even have these? Who knows? Watch this! Whoa! Ember, I see a change in you. What, hair guy? You live here? It's my mom's place. We got 2 kids that are swimming around here somewhere. Marco! Follow! I've been trying to fill my father's shoes, but I never once asked what I wanted to do. Try this! Dad, those are too hot. I love hot food.
You see? He likes it. Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air, les 4 éléments que j'ai cités en fait dans ma présentation, si vous avez fait gaffe. Et oui, c'est pour vous réécouter l'émission. Donc ces 4 éléments vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune femme intrépide et vive d'esprit au caractère bien trempé. Et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qui se porte remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent. Je vous dis rapidement qui s'occupe de quoi en VO, en VF. Donc le personnage de Flamme, c'est Léa Lewis et c'est Adèle Exarchopoulos en VF. Mamadou Ati et Vincent Lacoste pour le personnage de Flack. Et on a aussi Ronnie Del Carmen et Gabriel Ledos pour Brûle notamment. Catherine O'Hara aussi et Céline Monsara pour la mère de Flack. Autour de la table, alors c'est le Pixar d'après un peu, hein, je trouve, hein, après Buzz l'éclair, qui avait été un peu, je vais le dire à chaque fois maintenant, la prochaine fois c'est le Pixar d'après, après Élémentaire, hein, voilà. C'est vraiment une formule de merde. Marie, qu'est-ce que tu as pensé de ce Pixar d'après, du coup, 27e long métrage Pixar d'après. Déjà, je tiens à dire avant de commencer que je l'ai vu en VO. Et en voyant cette bande-annonce, je me dis que ça change énormément de choses. Ne serait-ce que parce qu'il y a Catherine O'Hara en VO et que je l'adore, et que je n'aime pas Vincent Lacoste. À partir de là... Ça, quand Marie, elle commence à parler comme ça, ouais, je la vois venir. Là, quand elle a les bras croisés non, comme ça. J'ai les bras croisés, mais je l'ai aimé ce film, hein, je préfère le dire. J'ai beaucoup aimé. Déjà, ça fait plaisir de voir un Pixar en salle, parce que les derniers films sur plateforme sont tellement... En fait, ils n'étaient pas forcément mauvais, mais ils sont oubliables. C'est vrai que le salle, ça apporte quelque chose qui est marquant. La première chose, c'est que le visuel... Tu te rappelles de Buzz l'éclair ? Oui, parce que je me rappelle de la séance, je me rappelle avec qui je l'ai vu, dans quel contexte. Donc en fait, si, il y a quand même un truc, tu vois. Même si c'est pas un film que j'avais non plus adoré. Alors que Avalonia, par exemple, je t'avoue, j'ai plus de mal. C'était Pixar, ça aussi ? Je sais même pas si c'est Disney, j'en sais rien. On sait plus. Ouais, tu vois, on sait plus. On va chercher. Voilà. Et donc, visuellement, tout le monde me disait mais c'est dégueulasse et tout. Moi, je comprends pas, je trouve ça joli. Alors, à la bande-annonce, ça me paraissait dégueulasse aussi. À la bande-annonce. Et en fait, le film, non. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Moi, j'avais pas vu la bande-annonce, donc en fait, tout le monde me disait mais c'est dégueulasse, Marie, visuellement et tout. Oui, ça va, je comprends pas ce que vous me dites. Non, finalement, moi, c'était l'affiche qui m'avait dérangée. L'affiche, je la trouvais trop moche. Ah bon, en fait, la règle, c'est ne regardez pas la promo du film. Voilà, allez juste voir le film. Donc, visuellement, je trouve ça très joli. Il y a des plans assez marquants qui sont au niveau lumière, couleur et tout ça, qui sont hyper bien gérés, j'ai trouvé. Enfin, et même les personnages, on sent que leur texture est différente. Et voilà, exactement. Et c'est très palpable comme animation, et moi j'aime beaucoup ça me fait rentrer beaucoup plus dans l'histoire encore. Et on est sur une histoire classique d'amour impossible concrètement, mais avec cette dimension derrière qui a beaucoup énervé beaucoup de gens d'extrême droite et de droite, mais c'est cette dimension le racisme de parler de racisme. Et je trouve que c'est pas mal fait, je trouve ça assez malin, assez bien géré. En plus, il y a des petites piques de temps en temps qui sont très politiques, mais même beaucoup pour un Pixar en fait, concrètement des phrases qui sont sorties qui sont très marquantes pour ceux qui s'intéressent à la politique. Et en fait, moi, je suis assez vite rentrée dans l'histoire. Ça m'a beaucoup divertie. Et je disais, en VO, le casting est très très bon. Et il y a quelque chose aussi qui se passe en VO qui rend ridicule en français. Moi, je trouve que les prénoms des personnages, Flack et Flamme, c'est ridicule en français. En VO, c'est des prénoms qui ressemblent à des vrais prénoms et qui veulent quand même dire quelque chose. Elle s'appelle Amber, avec un E, ce qui veut dire braise. Ouais, il y a un lien. Lui s'appelle Wade, qui est aussi un prénom, et ça veut dire patauger. Enfin, en vrai, il y a une vraie recherche, je trouve, sur la construction des personnages en VO, qui en français, ils ont eu de la flemme, quoi. Ils se sont dit Flamme et Flack, allez, on dirait une série pour enfants sur Canal J le matin. Brûle, en vrai, Brûle, c'est le pire. Brûle, voilà. Il n'y a que Sandra, c'est pas loin de Sandra. C'est Sender, voilà, c'est ça. Ça va déjà un peu mieux, quoi, à la limite. Mais ouais, en français, ils ont eu la flemme. Mais c'est parce qu'en français, je trouve qu'ils sont aussi littérales que le film, en fait, en lui-même. Moi, ce que tu disais sur
le fond. En gros, oui, c'est bien de parler de racisme et tout comme ça, mais d'habitude, tu vois, les Pixar aussi avant, je trouve que le sous-texte et tout était beaucoup plus fin, amené avec beaucoup plus de finesse, alors que maintenant c'est très littéral. Et genre là, j'ai l'impression, en fait, on voit ce film-là, ça aurait pu être des personnages basiques. Et pourquoi en fait avoir fait un truc avec des éléments, quoi, limite? Parce que c'est joli. Ouais. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a un gamin de 17 ans qui vient de se faire abattre par la police. Je pense qu'on a besoin de littéralité, en fait. À un moment donné, il faut parler des choses concrètement. Soyez littéral jusqu'au bout à ce moment-là et faites vraiment des personnages. Très bien que des personnages classiques, ça marcherait pas du tout. Soul, c'est ce qu'il y avait, même s'il y avait des personnages. Ouais, mais même s'il y avait des personnages de racisme et d'un couple impossible parce que je sais, non, mais je te parle sur le personnage, je te parle pas sur le racisme. Oui, mais il y a une histoire de musique derrière, il y a une histoire un peu magique et tout. Oui. Là, si tu le fais de manière littérale avec des vraies personnes, bah genre ça marcherait pas. Parce que Pixar, je suis pas sûr en fait. Moi, je trouve le côté élémentaire, ça ajoute aux différences. Ça marque complètement les différences et en même temps, ça marque la nécessité d'existence de chaque élément. Donc, t'as cette idée-là de on est tous complètement différents, on a peut-être tous pas du tout les mêmes cultures, etc. C'est un peu le sous-texte. Mais tout est nécessaire et c'est tous nécessaire qu'on vive ensemble, quoi. Mais dans le film, ils sont nécessaires du coup les feux, les flammes, tu vois, genre parce qu'ils vivaient même sans avant. Mais en fait, même moi je trouve que cette littéralité. Donc c'est-à-dire en quoi ils sont nécessaires les. Ah non merde. Ça va aller très loin ce truc, non, parce que c'est un peu ça. Je trouve même que cette littéralité pose un problème en plus parce que du coup là. C'est la communauté du feu qui est un peu ostracisée et tout et en fait c'est genre littéralement des gens qui brûlent et qui font exploser des maisons et tout. Du coup je trouve ça hyper maladroit comme allégorie du racisme. J'ai l'impression qu'il les rapproche un peu surtout de l'Asie, de l'Inde aussi, parce que même sur la musique et tout, il a fait ça pour ses parents qui sont asiatiques et qui ont vécu du racisme. Enfin concrètement je pense que le mec est assez bien placé pour parler de ça. Oui je dis pas le contraire, mais juste du coup le fait de faire un truc assez littéral, je trouve que ça rend le message un peu bizarre de dire faut pas être raciste, quoi. Mais en même temps on leur reproche on leur reproche pas des trucs faux, genre juste c'est vraiment des personnages qui genre des fois ils se mettent à exploser, à détruire des maisons et tout, et alors que quand on parle de racisme, ils sont accusés de trucs qui les concernent pas du tout, quoi. Ouais, mais c'est pas du tout que ça qui est montré là. Il y a quand même beaucoup de scènes où il se passe absolument rien avec les aides de flammes et juste ils sont rejetés parce que c'est des aides de flammes. Parce que c'est des aides de flammes, ouais, exactement. Moi je pense que c'est problématique de le voir comme ça aussi, parce qu'en fait tu racontes comment... Nino. Non mais je veux dire, tu racontes comment une histoire sinon? Le problème avec la Terre, il se passe quoi? Il n'y a pas d'histoire si tu changes les... à un moment donné il faut pousser le curseur pour montrer à quel point peut-être l'histoire de base. Après en plus le film il m'a pas déplu. Comme vous, j'ai été plutôt surpris en bien, dans le sens où j'attendais vraiment un truc claqué au sol, quoi, tu vois. Donc voilà. Justine, on t'a pas encore entendu sur Élémentaire. J'étais assez déçue. Ouais, j'étais surprise que vous mettiez autant en valeur le message politique, parce que justement j'étais là en mode waouh, on est vraiment en retard à ce point-là. Enfin, pour devoir rappeler comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a choqué, et le message à la fin m'a même choqué, parce que il y avait vraiment un côté aussi familial de le besoin de réussite quand on immigre d'ailleurs, de devoir tout construire soi-même avec rien ni l'aide de personne, et que du coup les enfants doivent reprendre. Enfin pour moi, c'était problématique où on était un peu les dernières générations concernées, par rapport à ma vie à moi, je parle, mais du coup à la vie européenne de façon générale. Alors peut-être qu'aux États-Unis, du coup, il y avait quelque chose de clairement plus clairvoyant, mais c'est clair que je trouvais qu'on était en retard. Et voilà, encore une fois, les éléments, ça m'a dérangé aussi, parce que du coup, je trouve que c'était un petit peu contradictoire et aussi mal placé. Et surtout, honnêtement, sans voir la bande-annonce, sans voir juste l'affiche, au début, je m'attendais à quelque chose avec des nouveaux récits plus portés vers l'écologie et de nouvelles idées, on va dire. Et après, en voyant la bande-annonce, du coup, j'ai compris que ça allait plus parler de ça, et je me suis dit que ce serait peut-être avec
des messages un petit peu plus prenants, un petit peu plus clairs. Et là, franchement, être encore à faire des récits pour enfants pour expliquer que il faut inclure tout le monde dans la société, y compris les flammes et les flaques d'eau qui s'aiment et qui peuvent fusionner ensemble. Ouais, non, j'étais déçue. Enfin, voilà, Pixar, ça fait plusieurs fois où je suis déçue. Et là, j'étais là en mode... en fait, ils nous ont tellement habitués à mieux aussi que on est plus... on est moins sympa avec eux, quoi. C'est pas Elimination Entertainment où c'est de la merde à chaque fois. Donc, tranquille quand même. Non, mais voilà, c'est sur les récits qui est porté là. Je suis déçue qu'on en soit encore là et que ce film soit bien parce que justement, il y en a pas assez qui ont fait ça correctement avant. Après, pour faire une comparaison rapide avec Avatar, qui parlait quand même vite fait de ces sujets-là aussi, je trouvais que c'était mieux fait dans Avatar 2 où... il change après, c'était très littéral encore une fois aussi. Hein, je suis d'accord avec toi, c'est quand même assez fou de dire que Avatar est plus subtil que c'est ça, je trouvais ça plus poétique et à la fois beaucoup plus réaliste, plus prenant dans l'histoire que Élémentaire. Vincent et Marie, je vous vois tirer la gueule. Je veux vous entendre. C'est quand même un tout petit peu moins familial que Élémentaire, quoi. Élémentaire, c'est vraiment un Pixar, c'est fait pour plus les enfants et y aller en famille, donc parents-enfants, alors que Avatar, tu peux y aller, t'es censé pouvoir y aller si t'as 50 ans et tout, c'est normal que ce soit un peu plus subtil. Mais Pixar c'est toujours adressé autant aux enfants qu'aux adultes en ayant des messages quand même assez profonds et plutôt subtils. Je pense que moi c'est par cette subtilité ou d'habitude ou même en général même pour les enfants en fait si c'est plus subtil ça veut pas dire qu'ils vont pas moins capter, tu vois. Genre il y a plein de films qui ont marqué les enfants sur l'écologie, je sais pas, genre il y a des enfants ils ont vu Nausicaa, des trucs comme ça de Miyazaki ou même des films plus durs, Voyage de Chihiro, toujours Miyazaki, tu vois, pour montrer des films un peu plus subtils, en tout cas pour en parler, et c'est quand même resté, et les messages sont passés, tu vois, et ils passent peut-être mieux que là, qui sont, où c'est très littéral, même si je comprends, tu vas me dire, c'est bien de toujours en parler. C'est bien, et surtout, Chihiro et tout ça, c'est resté parce que c'était joli, vous n'allez pas me dire que vous aviez compris le message écologique quand vous étiez petit, en regardant Chihiro. Non. Vous avez compris ça en étant adulte. Là c'est pareil. Non, moi j'ai rien compris juste à Chihiro. Non, mais je veux dire, en fait, je pense que nous, parce qu'on est déconstruit sur plein de choses, on vit dans une bulle où on se dit c'est littéral parce qu'en fait, faut arrêter d'en parler, donc on sait. Non, en fait, au-delà de notre bulle où nous on est déconstruit, il y a plein de gens qui se sont élevés contre ce film en disant que c'était de la merde parce que c'est bien le racisme, quoi. Donc en fait, il faut se rendre compte que la plupart du monde entier, et notamment aux États-Unis, c'est parce que on en parle clairement que tu vois, ceux-là ils rentrent dans la brèche et tout. Regarde, je te prends juste un exemple chez Pixar. Ils rentreraient quand même dans la brèche. Ils tueraient quand même des jeunes gens noirs, même s'il n'y avait pas Pixar. Mais repense. Non, mais repense. Je suis désolée. Repense à Toy Story, par exemple, le premier, où t'as les personnages là, tu sais, qui sont un peu qui sont avec l'araignée et tout, qui sont un peu dégueulasses et qui sont mis à côté. Tu vois, genre, ils sont montrés, on a peur et on a l'impression qu'ils vont être méchants et tout. En fait, ils sont gentils. Juste ça. C'est un message. Juste ce retournement-là. Et les enfants, moi, quand j'étais petit, je comprenais, tu vois, que c'est pas parce qu'ils sont différents ou quoi qu'ils sont méchants et que tu vois, et c'était pourtant genre c'était moi, sans être direct. Je te dis pourquoi ils font peur, parce qu'ils sont défigurés, ils ont des handicaps et tout. Je pourrais te dire c'est vachement vraiment très 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 démoralisant, mais parce que c'est dans la tête des gens en général. Là c'est pareil, et c'est là, ça les que gens dans qui font Pixar, du feu, dans la tête des gens c'est des gens mauvais. Voilà, c'est tout, c'est pareil. C'est la même chose. Mais oui, mais c'est dans l'univers qui est montré comme ça, tu vois. Je sais pas, en fait. Bon. Tout est fait pour qu'il soit mauvais dans l'univers que les autres se sont construits. Et je trouve que dans ce cas-là, ils auraient dû aller plus loin là-dedans que là, ce qui monte dans l'histoire. Mais bon, après, il y avait peut-être d'autres débats aussi à aborder sur ce film. Mais c'était intéressant d'avoir ce débat-là. Franchement, pourquoi pas? On est parti dans cette direction. Moi, je suis pas contre. Et au moins, ça a amené aussi des points divergents. Mais en tout cas, est-ce que c'est bien pour les enfants alors? Oui, du coup. Oui. Bien sûr que oui. On peut pas taper sur un film qui dit des choses bien pour les enfants. Enfin, non, c'est pas possible. Oh, il y a des films qui disent des trucs bien, mais en vrai, c'est tellement claqué que on devrait pas les. Non, mais lui, il est bien pour les enfants. Mais oui, moi encore une fois, j'ai trouvé ça plutôt sympa en vrai. Et le message est mignon. Je peux résumer mon avis parce qu'au final, j'ai participé à la discussion. Parce qu'il fallait que je place que je l'ai vu en clôture de Cannes. Du coup, dans les meilleures conditions possibles. Et pourtant, je vais dire que je me suis vraiment ennuyé en fait. Je sais pas si c'est le cas
ceux qui de ont finir moins le aimé. Festival de Cannes. De quoi ? C'est peut-être parce que c'était la fin du Festival de Cannes aussi. J'ai vu d'autres films peu de temps avant que j'ai beaucoup apprécié, mais là pour un Pixar, je trouvais assez fou que je m'ennuie, et pourtant on était avec l'équipe du film et tout, donc je pense que c'était les meilleures conditions, et j'ai trouvé l'histoire vraiment hyper bateau au-delà du message, parce que si le message passe pas hyper bien, c'est pas grave, mais l'histoire est vraiment très très bateau. On l'a dit, c'est vraiment hyper classique. Et en plus, je trouve que une des forces de Pixar aussi, c'est la création d'univers. Et là, je trouve que l'univers est vraiment pas terrible. Je trouve qu'il est calqué sur Zootopie un peu. Oui, déjà, oui. Et ensuite, au niveau des éléments et tout, c'est juste quelques éléments justement qui sont placés, genre par exemple, je me rappelle plus exactement. Ça n'a pas trop d'impact en fait aussi. Ouais, voilà, je trouve que c'est genre quelques idées, genre en mode, je sais plus, l'eau qui se déplace bizarrement et tout, des petites idées comme ça de construction de monde, mais je trouve qu'ils forment pas vraiment un ensemble très cohérent. C'est un peu bizarre, je trouve, et voilà, moi, il y a vraiment pas grand-chose qui m'a séduit dans ce film. Marie, un mot positif pour finir. Allez, un petit mot positif. Arrêtez de tuer les Noirs. Très positif. C'est très positif. Mais Marie, elle voulait relier avec l'actualité là. Oui, je suis désolée, c'est horrible ce qui se passe. J'ouvre mon Instagram, je vois ça tout le temps, c'est horrible. Voilà. Sachez le message est passé. Il ne faut pas ouvrir l'Instagram de Marie. Dans l'élémentaire, donc la vie des éléments, on en a parlé en fait, et c'était ma transition. Tu vois, ressemble à bien des aspects à la nôtre. On prend le bateau, le train, on se balade pour voir des fleurs, on tue des noirs. Non, ça j'avais pas noté, mais du coup je le rajoute. Et on va même voir du sport. D'ailleurs, dans les stades, on entend les mêmes musiques que dans nos propres stades. C'est notamment le cas du cultissime Cannes Craft 400. Pour marquer une première pause dans l'émission, écoutons le remix sport du titre du groupe allemand Zombie Nation.
Zombie Nation. Kernkraft 400 de Zombie Nation qu'on a entendu aussi dans plein de films et tout. Est-ce que vous détestez la symétrie ? Non ? Bah en tout cas, si vous détestez la symétrie, Jason Schwartzman et les couleurs pastel, pas de chance pour vous. Votre antéchrist Wes Anderson est de retour avec son nouveau film Asteroid City. On s'écoute tout de suite la bande-annonce. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Last train. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the Arid Plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. You were very authentic. Actually, maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh. What do those pulses indicate? What? Oh, the beeps and blips? We don't know. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy? Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. How did he look? Like we're doomed. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City legally? The world will never be the same. That's an alien doing jumping jacks. That's an alien in a top hat. What's out there? The meaning of life. Maybe there is one. Are you married? I'm a widower. But don't tell my kids. You're saying her mother died 3 weeks ago? Let's say she's in heaven. Which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian. In my loneliness, I've learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your 4 children. Sometimes I think I feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too. They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. Asteroid City est une ville minuscule en plein désert dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorites et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent 5 enfants surdoués distingués pour leur création scientifique afin qu'ils présentent leurs inventions. Je vous donne le pitch, mais en vrai, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a presque pas à voir avec ça, puisqu'il y a une histoire de pièce de théâtre à l'intérieur, de mise en abîme, de trucs comme ça, de Margot Robbie
vit sur un balcon. Jason Schwartzman est au casting, lui qu'on avait vu dans la scène de la semaine, à Rushmore, quand il était tout jeune. Scarlett Johansson est également là, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Liv Schreiber, Rob Davis, Steve Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Damien Bonnard, je suis obligé de le citer, il est trop fort. Qu'est-ce que tu as pensé, Vincent, de ce 11e long métrage de Wes Anderson, présenté au dernier festival de Cannes? Eh ben, c'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est en fait, on attend, je pense, beaucoup de Wes Anderson, et là, il y a rien de surprenant dans celui-là. C'est du Wes Anderson. T'as parlé de symétrie, t'as parlé, voilà, tout est très propre, tout est très calé, c'est souriant un peu tout le long. Il y a pas mal de micro-blagues, de micro-scènes, de comiques de situation. C'est plutôt bien, mais il n'y a aucun moment transcendant vraiment. C'est bien dommage. Voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus. Est-ce que vous aimez bien le côté all-star de ces films aussi à Wes Anderson? Parce que maintenant c'est devenu vraiment ça, quoi. Ouais, mais si, ça ajoute un petit truc comique de trouver tout le temps des têtes ultra connues qui sortent de nulle part et qui ont un rôle, voilà, et qui ont un rôle minime. Enfin, c'est un peu marrant et ça participe au côté. En plus là, ça raconte une mise en abîme, donc ça a du sens. Ah, tu veux dire, c'est pas comme dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, où il y a un casting all-star là aussi. C'est un chef-d'œuvre autant l'un que l'autre. Ouais. Justine, toi, t'as été déçue par ce nouvel Wes Anderson? Je dirais pas déçue, mais vous voilà, l'histoire des acteurs, c'est vrai qu'on est toujours content. Là, en plus j'ai vu des Français qui faisaient littéralement des rôles de figurants, genre j'ai reconnu leur tête, j'étais en mode oh wow. Stéphane Bach aussi. Ouais, non mais c'est trop marrant ça, par contre à voir, parce que c'est agréable, on va pas se mentir, et ouais, de voir des big stars qu'on a pas vu depuis très longtemps pour certains, mais le problème c'est que là, Stéphane Bach par exemple, par rapport à The French Dispatch, je trouvais que ça prenait vraiment un peu trop les mêmes codes, et moi j'avais apprécié The French Dispatch parce que j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien l'humour qu'il y avait à l'intérieur. Et là, j'ai eu un peu moins ça. Et déjà, dans The French Dispatch, je trouvais que ça passait pas pour tout le monde. Et là, je me suis dit, oh, waouh, si t'aimes pas ce genre de cinéma, j'ai eu des très mauvais retours, donc j'avais un peu peur. Et j'ai compris pendant le film, quoi, parce que c'était vraiment que du Wes Anderson pour du Wes Anderson. Genre, l'histoire en soi, elle n'avait ni queue ni tête. Et il y avait des fois des moments où même moi, j'étais en mode, est-ce qu'il y a une référence? Est-ce que je comprends bien l'histoire? Est-ce que si, est-ce que ça? Je me posais beaucoup de questions. Et du coup, j'en perdais un peu, juste le côté léger, de voir des beaux plans avec des beaux acteurs et tout ça réuni. Et après, je l'ai vu en VF. Donc j'avais très très peur. Mais je pense que limite en fait Wes Anderson, c'est ce que je me suis dit là en le voyant, c'est peut-être comme c'était souvent les Woody Allen qui étaient cités comme ça, pour citer un autre grand homme, où il y en a certains qui le voient d'abord en VF parce qu'il y a tellement de choses, et ensuite en VO. Et moi j'ai l'impression que Wes Anderson limite faudrait peut-être faire ça, parce que l'image et tout c'est hyper dense, quoi. C'est ça. Et les dialogues aussi même. Ouais, je suis assez d'accord. Au début j'étais un peu deg quand même, parce que c'était pas prévu que j'allais voir en VF, et puis au fur et à mesure du film c'était tellement complexe, les dialogues et certaines idées, que j'étais en mode bon, au moins c'est bien, parce que je suis bien sûre de comprendre, enfin en tout cas avec la traduction, ce que j'ai devant moi, mais beaucoup d'informations. J'irai le revoir en VO quand même, parce que la scène qui m'a le plus marqué, c'est clairement quand il y a le gamin qui chante là avec son petit groupe derrière. Ah, et ils l'ont traduit aussi? Du coup ils ont juste traduit les paroles, ils ont pas traduit le gamin qui chantait, mais cette scène-là, elle m'a grave marquée, et du coup, c'était de la VO, et puis la scène était vraiment bien faite, donc je sais pas vraiment si j'ai raté quelque chose ou pas, mais je comprends totalement les gens qui n'ont pas aimé, et c'était peut-être le dernier film, je pense, qu'il devrait faire dans cette lignée. Enfin, ça me rassure qu'il parte sur autre chose, parce que ça commence à faire un peu too much, je trouve. En fait, il aurait dû s'arrêter après Grand Budapest Hotel. Sur non. Ça. Quand même pas. Moi, French Dispatch, je suis pas très fan, et L'île aux chiens non plus, en vrai. Ah, mais moi j'avais vraiment adoré L'île aux chiens et beaucoup aimé French Dispatch. Oui, mais c'est un autre style, mais tu vois, même là il utilise le style de L'île aux chiens. Je veux dire, le style de L'île aux chiens, c'est du Wes Anderson, vrai, autant que ce film-là. Ce film-là, il pourrait être en stop motion, que ça serait pas choquant. Oui, mais c'est quand même hyper différent, je trouve, quand c'est dans un film d'animation que dans un film avec des acteurs, parce que je trouve là dans ce film il y a plein de trucs qui passeraient mieux en animation
que là, ça fait un peu bizarre. Ça fait le décalage, tu l'as pas apprécié, toi? Ouais, bah après, du coup, L'Alien, par exemple. Non, ça, qui est en stop motion, du coup. Non, mais en fait, bah, je crois que c'est genre le 5e film que je vois, je les ai pas tous vus, et à chaque fois, c'est un peu la même chose qui en ressort. C'est que, bah, c'est sûr, il a un style hyper prononcé, hyper propre à lui, qui marche. Moi, je trouve ça cool. Enfin, c'est très très beau esthétiquement, et puis. Même je trouve que c'est un truc qui est fort, c'est que il arrive à mettre de l'humour dans sa mise en scène, en fait. Genre juste des fois il y a des mouvements de caméra que je trouve un peu drôles. Oui. Et c'est avec, par exemple avec Edgar Wright aussi, où je trouve que ça passe beaucoup par l'image aussi, l'humour, et Wes Anderson c'est un des rares qui à ce point-là, il y a une recherche dans le cadre et tout. Ouais. Mais en fait je trouve le problème, et qui est encore plus dans ce film-là, qui était peut-être un peu moins dans les autres, c'est que j'ai l'impression que le film parle pas de grand chose, quoi. Il n'y a pas vraiment de grands thèmes, il n'y a pas de problématiques, c'est juste genre un enchaînement de scénettes avec plein de personnages. Ça part un peu dans tous les sens, et d'ailleurs un truc que j'ai trouvé drôle par rapport à ça, c'est que vers la fin du film, il y a un des personnages qui est acteur, vu qu'il y a la mise en abîme et tout. Il y a un acteur qui sort de son personnage et qui dit genre mais je comprends pas en fait de quoi ça parle ce truc et tout, et moi je me disais mais je suis exactement comme lui, je ne comprends pas de quoi parle le film. Tu vois, mais il en avait conscience lui-même, alors Wes Anderson, donc c'est un bon film. Mais bon ça justifie pas, c'est facile de faire ça, quoi. Il est bon à faire ça, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que je pense que ça s'oublie vite une fois qu'on a oublié l'esthétique, et vu que c'est un esthétique qu'on connaît déjà, c'est sûr que c'est pas plus marquant, enfin par rapport au reste, je trouve, de sa filmographie, c'est pas le plus marquant esthétiquement. En vrai, il y a le désert, tout ça. Ouais, mais enfin vraiment, je trouve en termes de plans et tout, il y a plein de trucs hyper cool, mais on a tellement vu déjà ce genre de style dans les 2, 3, 4 derniers films qu'il a fait, que du coup rester là-dedans avec un scénario qui part dans tous les sens comme ça, c'est dommage, parce que honnêtement voilà, une semaine après là, j'essayais de me dire ce qu'il en ressortait réellement du fond, et j'étais pas capable déjà de traduire en 5 lignes genre un vrai synopsis du film, quoi, qui soit réaliste, et où il y a quelque chose qui nous touche vraiment en termes d'histoire. Moi je le confonds avec Birdman du coup, ce film maintenant, vu qu'il y a Edward Norton en plus dans les deux. Mais ouais, c'est vraiment c'est un film qui est sympa à regarder, on passe un bon moment, mais ouais, on n'en tire rien en fait, et je pense même il pourrait écrire ses films avec une IA et appliquer son style par-dessus, que ça serait peut-être pas si différent, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé des IA du coup pour faire le style Wes Anderson. Dernièrement, j'ai vu genre si Star Wars était fait par Wes Anderson, même j'ai vu l'ATP, c'est ceux qui s'occupent du tennis, ils ont fait genre, ils ont demandé à l'IA de mettre les joueurs de tennis en style Wes Anderson. Tu vois, c'est tellement le style est genre connu et tout, c'est... Et d'ailleurs, il y a des thématiques un petit peu similaires dans... Merde, j'ai perdu le nom, le dernier Jordan Peele. Nope, merci. Bon, voilà, l'extraterrestre, les rapports familiaux et tout. Le désert. Et Nope, même si c'était pas non plus un énorme coup de cœur, ça parle de tellement de trucs, genre de thématiques et tout assez profondes, que là, il n'y a pas du tout, quoi, parce que... Ouais, mais je trouve que Asteroid City cache un peu son jeu, dans le sens où t'as l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein. Mais en fait, il y a plein de trucs. Parce qu'il y a, par exemple, les personnages principaux, il a perdu sa femme et du coup la mère de ses enfants. Mais on n'en tire pas grand-chose, quoi, à part qu'il galère à leur annoncer, et puis une fois que c'est fait, voilà. Ou même la mise en abîme aurait pu être intéressant, mais là, je comprends même pas l'intérêt, en fait, d'en faire une mise en abîme, parce que c'est juste, un coup, on est dans le film, un coup, on n'est plus dans le film, et là, on est dans la pièce de théâtre, mais il n'y a pas trop d'interaction entre les deux, à part à la toute fin, quoi. Ou même au milieu aussi, on a une petite... Avec Bryan Cranston. Ah oui, bah, c'est rigolo, quoi. J'ai pas compris, Adrien Brody, c'est qui dans le film, en fait? Ah oui, c'est ce que je me posais aussi, mais je crois que c'est le metteur en scène. C'est le celui qui gère, c'est ça, je pense que c'est le scénographe, ça doit être ça, la traduction, un truc comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. C'est lui qui est responsable du décor et responsable. Oui, parce que comme à un moment sa femme lui dit aussi, genre dans la scène, à l'acte 3, scène 5, tu n'oublieras pas d'attendre que la porte soit fermée. Mais à un moment, j'ai cru même qu'il avait pris le rôle d'Edward Norton, je comprenais pas. Ah ouais. Moi, je croyais que c'était la doublure de Jason Schwartzman aussi, à un moment,
Ouais, ok. Je suis perdu sur ça. Margot qui nous dit Damien Bonnard, Bichette, c'est un figurant dans le film. Non, Stéphane Bach, c'est un figurant dans le film. Damien Bonnard, il a un rôle très important. Moi, dans les faits, j'ai quand même bien aimé cet Asteroid City-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, même si je suis d'accord, dans le fond, on dirait qu'il se passe mais c'est pas mal, je trouve l'ensemble est plutôt bien. Il y a un truc plutôt bien, ouais. Parce qu'en plus, j'en ai entendu tellement de mal avant que je m'attendais là aussi à pas grand chose comme pour Élémentaire, et finalement c'est mieux. Mais il n'y a pas de noirs qui sont tués malheureusement dans celui-là, Marie. Malheureusement. Je sais pas si du coup autour de la table il y a des très très gros fans de Wes Anderson, mais je me demande ce qu'ils en pensent, les très très gros fans qui adorent vraiment toute sa filmographie et tout. Où est-ce qu'ils le placent par rapport aux autres? Est-ce que, comme tu disais, il commence vraiment à s'auto-parodier, à devenir moins intéressant, ou est-ce que ça reste dans la même veine? Ils vont dire il n'y a pas Bill Murray, donc c'est pas un vrai Wes Anderson. Exactement, j'ai entendu que ça. Ouais, c'est ça. Vraiment. Il devait jouer dedans du coup, et c'est Steve Carell qui l'a remplacé. Oui, ça se remarque un peu, je trouve. Je sais pas. Que son rôle c'était pour Bill Murray. Ouais, en fait, vu que je connaissais l'information. Genre, quand j'ai vu le rôle, j'étais là en mode, bah oui, enfin, j'ai eu un moment vraiment de... c'est bizarre, j'avais un décalage, mais c'est peut-être parce que je connaissais l'info. Mais par contre, j'ai parlé à 2-3 vrais gros fans de Wes Anderson. Et ils ont dit ça? Et ils ont vraiment parlé de Bill Murray. Les gens sont tellement prévisibles. Et par contre, c'est revenu pas mal que, bah voilà, justement, c'était vraiment un bon Wes Anderson, toujours aussi bon que d'habitude, mais que du coup, sans plus, parce qu'il y avait rien de nouveau, qu'il a rien apporté de nouveau. Et que c'était ça qui était dommage, mais visiblement ils étaient quand même très contents de voir ce film, quoi. Ok, bon, on va passer à la suite peut-être pour notre débat final de cette 5e saison. C'est le premier film de Virginie Sauveur qui passe sur le grill, ça s'appelle Magnificat. Je suppose que c'est à vous que je dois remettre ceci. Qu'est-ce que c'est? Certificat de décès. Il y a une erreur. Non. Vous pouvez vérifier. C'est une femme. Madame la chancelière, si le Vatican découvre que nos séminaires sont infiltrés par des femmes, ça serait l'apocalypse, non? Faudrait creuser un peu, quand même, non? Pascal Fouché. Né sous X. C'était un petit garçon particulier. Pourquoi elle vous a demandé de révéler la vérité? Dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Vous croyez au Père Noël? Vous croyez bien que Marie était vierge. Pour un médecin, vous pensez bien que c'est dur à avaler. Vous avez interrogé Mathilde? C'est elle qui tenait l'appareil. Elle aurait rejoint la communauté gitane. Ça fait des années que je te demande où est mon père. Et là, t'es en train de me dire que tu te casses le cul toute la journée à retrouver les origines d'un curé. Mais pourquoi tu m'aides pas moi? J'ai quelqu'un à voir. C'est un ami de ton père. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche une certaine Mathilde Moineau. Mon père, tu le connais? C'est un gitan. Laisse pas croire n'importe quoi. Vous mettez trop d'affect dans cette affaire, ça commence à devenir dangereux pour nous. L'église doit évoluer, sinon elle mourra. Je n'aimerais pas avoir besoin de me séparer de vous. Il y a bien des femmes rabbins, pasteurs, imams. T'en penses quoi, toi? Je m'en tape, je crois pas en Dieu. Une femme ne peut pas être prêtre. La preuve que si. Alors Magnificat, ça parle de quoi? Ça parle de la mort d'un prêtre. La chancelière du diocèse, jouée par Karine Viard, découvre abasourdie qu'il s'agissait quoi? D'une femme contre l'avis de son évêque qui souhaite étouffer l'affaire. Elle mène l'enquête pour comprendre comment et avec quelle complicité une telle imposture a été possible. Aussi au casting, François Berléand, Maxime Bergeron, Nicolas Cazalet, Patrick Catalifo, Anaïd Rosam ou encore Benoît Alman, que les gens connaissent parce que c'est la VF de Morgan Freeman. C'est pour ça que vous avez peut-être eu l'impression d'entendre Morgan Freeman, alors que non. C'est adapté du roman Des femmes en noir d'Anne-Isabelle Lacassagne. Qu'est-ce que tu en as pensé, Justine? Moi, j'ai bien aimé. J'étais agréablement surprise. Alors, je pense pas que autour de la table tout le monde va être d'accord, mais déjà rien que sur le scénario, du coup c'est tiré d'un roman, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que justement ça a changé un petit peu. Déjà là, ça parlait quand même vraiment de la religion. Et en vrai, ils le font pas tant que ça. Souvent, ils aiment bien rester en surface. Puis on part directement à Rome. Bon, c'est jamais trop la religion française. Ça parle jamais trop des codes français, etc. Et là, ça montrait un peu le derrière. Et je trouvais ça assez... rafraîchissant, du coup, sur ce coup-là.
Non, mais ça a changé. Et là, en plus, le fait que l'histoire, ça tourne autour d'une femme qui a réussi à devenir évêque, qui s'est fait passer pour un homme en prenant des hormones. Enfin, il y a tout un truc un peu déjanté où limite, j'étais en mode putain, mais pourquoi Almodovar, il a pas fait ça dans les années 80, tu vois? Non, mais vraiment, genre, à un moment donné, je me suis dit, ça aurait pu donner un vrai super bon scénario. Et bon, là, on n'en est pas là. Mais honnêtement, il y a des bons acteurs. Il y a des plans, des fois, qui sont travaillés. Moi, je trouve que la lumière, elle est pas mal dans le film. Hein. J'ai apprécié plusieurs choses et il y a un truc au moment de l'incinération où il y a un très beau plan, je trouve. Après voilà, ça reste un film français. C'était pas forcément à voir au cinéma à tout prix. Bah quand même, finalement, le film est un peu travaillé visuellement mais et tout, voilà, donc c'est pas un téléfilm ou quoi, tu vois, je trouve, moi, j'étais agréablement surprise. Il y avait des trucs où je trouvais ça un petit peu incohérent, je suis pas trop compris les scènes aux Sainte-Marie de la Mer. Bon, après, c'est peut-être parce que je connais les Sainte-Marie de la Mer, du coup, je trouvais ça très cliché. Enfin, il y a des trucs qui me semblaient un petit peu... mais je trouve que le film se perd à partir du moment où elle vient dans la communauté gitane. Je suis raciste en disant ça, après avoir dit des choses sur les Noirs. On a l'impression que ça va devenir un road movie et que on oublie un peu l'enquête initiale et tout. Il y a ce truc-là de en fait on change de film. Et surtout en fait il y a comme tu vois il y a une opposition qui est créée au début avec l'autre personnage là qui est contre elle et je trouve que c'était intéressant parce que je le trouve plutôt charismatique aussi dans le rôle. J'imagine que c'est Nicolas Cazalet peut-être, je sais pas. Ou pas, non, Patrick Catalifo, voilà, c'est lui. Et je le trouve plutôt bien. Et j'aimais bien ce jeu. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un montage alterné au début où chacun mène son enquête et tout. Et je trouvais que c'est quand le film, il m'a le plus tenu en haleine à ce moment-là. Je trouve que c'était assez mystérieux tout ça. Et puis ça se perd ensuite avec quand on se reconcentre que sur Karine Viard. Mais ça change plusieurs fois de registre parce qu'au début j'étais en mode vraiment thriller, c'est-à-dire quand je vais pas tout spoiler le film, mais quand il y a l'enquête qui commence à se faire, on se dit ok, va y avoir des grosses histoires de meurtres. Et après c'est drame familial. Après ça revient sur le drame familial. Après en effet ça fait presque road movie et genre du coup ça passe par plusieurs styles différents. Il y a des scènes qui font quand même art et essai et d'autres qui font très film classique à la française. Enfin je sais pas, j'étais étonnée et j'étais pas forcément déçue du coup parce que je m'attendais pas à grand chose et je pense que c'est un film qui fait pas de bruit et qui pourra en faire du coup un peu plus que ça parce que déjà l'histoire est très intéressante et au fond je trouve que la problématique et les récits est plus actuel au niveau politique, enfin en tout cas pose plus de questions sur la société dans laquelle on vit actuellement et oui derrière il y a des beaux plans, une belle esthétique et des choses à voir et des choses à redire aussi évidemment, mais j'étais agréablement surprise. Même la dernière scène, tu vois, même si elle en fait un peu beaucoup, je sais pas, j'étais bien. Moi j'étais dans le truc. Voilà. Nino. Ouais, bah moi. Non. Ouais. Moi je suis ronchon cette semaine. Ouais. Non, mais moi cette semaine c'était pas une semaine de ouf non plus, hein, on va pas se cacher. Hein. Non, mais en fait mon principal problème c'est que le film tourne surtout en fait autour de problématiques qui sont très internes à l'église, quoi. Enfin, moi j'ai aucun problème avec les films qui parlent de religion. Quand ça parle de foi et tout, je trouve ça hyper intéressant, mais là c'est vraiment quand on est une femme on peut pas être prêtre, ou quand on est prêtre on peut pas avoir de relation et tout, et genre ok, l'église a un peu des positions arriérées sur certains trucs, et bah enfin je sais pas, je m'en fous un peu, ça me... Mais moi j'aurais bien voulu savoir ce qu'en pense l'église, ou même c'est dommage que Florent et Marie vous ayez pas vu le film, parce que j'aurais bien voulu avoir votre avis du coup là-dessus. Mais du coup à la limite moi ça m'a un petit peu plus intéressé quand ça partait sur d'autres problématiques comme sur la recherche du père de son fils. Du fils. Bon, quand ça arrive dans le camp gitan, je trouve que c'est difficile de faire plus cliché. Vraiment, ça sort les guitares et tout, quoi. Et puis aussi, un autre truc aussi, c'est que c'est un peu compliqué d'en parler sans spoiler, mais ça parle de transidentité et j'étais un peu sceptique de comment ils en parlent, mais c'est difficile d'en parler sans spoiler. Ouais. Bon, mais on peut voilà, ouvrir une partie spoil si tu veux en parler. Je pense que tout le monde a compris. On peut ouvrir une partie spoil si tu veux en parler. Non, mais il y a vraiment... Sur les représentations, tu parles aussi sur la révélation à la fin du film. Bah vas-y. Maintenant, vas-y, j'ai dit on spoil. Allez, vas-y. Parce que du coup, en gros, il a inversé d'identité avec sa sœur, plus ou moins. Et je trouve ça un peu bizarre, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à savoir quoi en penser.
Ok. Tu veux ça n'a pas aidé en fait de... Moi sur la partie, juste pour revenir sur ce que tu as dit sur la religion, je suis un peu d'accord parce que ça tourne vraiment autour de ça, mais par contre il y a justement l'aspect gitan qui est mis peut-être un peu trop à la fin. Je trouvais ça intéressant parce que du coup il y a quand même des personnages où on voit qu'ils sont construits autrement, dans une communauté différente, qui croient aussi autrement et finalement à la même chose, et je trouve que du coup il y avait vraiment quelque chose de travaillé derrière, justement pour penser différemment derrière et par rapport aux codes qu'on a chacun dans sa communauté, dans la façon de vivre actuelle. Je trouve qu'il y avait autre chose que juste l'église, même si ça montrait beaucoup l'église et que ça l'a montré un peu plus que d'habitude, surtout en France. Je crois que Vincent de la communauté des ludophiles dit oui. Des fans de jeux de société disent oui, bien sûr. C'est ta communauté. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Magnificat de Virginie Sauveur? Virginie, même si, Sauveur, je dis Virginie. Virginie Virginie Sauveur. C'est juste que j'ai pas bien retapé ensuite. Il y a la relation mère-fils qu'il y a dans le film, je trouve qu'elle sert absolument à rien. Oui, qu'elle est vraiment pas très... C'est vraiment, t'as l'impression que pendant l'écriture des personnages, je me dis, attends, il lui manque une famille, il faudrait qu'on invente quelque chose. Ok, elle s'entend pas avec son fils, allez, ça va servir 30 secondes dans le film. Ouais. Non, en fait, ça nous sort de tout le reste de l'histoire à plusieurs moments en plus. Et je trouvais ça dommage. En plus, moi, par rapport à ça, j'ai eu des flashbacks terribles de The Son. Un peu, mais ouais, c'est clair. Sinon, tu peux fermer ta gueule et on peut passer à autre chose. Désolé Vincent, je t'aime bien. Vous avez raté le début de l'émission, pas de soucis, on est quand même sympa en vous résumant tous nos débats en un seul classement. On fait le tour de la table avec le top 1 de l'équipe de la semaine. Justine, Asteroid City. Asteroid City. Vincent, Élémentaire. Marie, Élémentaire. Nino, Asteroid City. Donc ceux qui sont proches de moi sont pour Asteroid City. Du coup, vous êtes en train de me convaincre et je veux dire pareil, Asteroid City. Donc top de la semaine, 3e Magnificat de Virginie Sauveur, 2e Élémentaire de Peter Sohn et 1er Asteroid City de Wes Anderson. Un petit mot sur le court-métrage, Marie, que toi t'as bien aimé, qu'il y avait avant Élémentaire. C'est un court-métrage sur l'univers de Lao, c'était très émouvant. Moi j'adore les animaux qui parlent et les petits vieux qui ont des rendez-vous galants et tout. Et voilà, comment il s'appelle déjà? Le rendez-vous galant de Karl. Oui, c'est ça. Moi j'avais des gens j'avais vraiment 3 jeunes qui n'avaient pas capté qu'il y avait un court-métrage avant, et du coup ils disaient mais c'est ça le film, on s'est trompé de film, machin. Mais vraiment pendant 10 minutes ils parlaient. Wow. Et j'étais en mode waouh, et quelqu'un a fait chut. Mais il continuait de faire tu vois, voilà. Très bien l'imitation, je vous reprendrai pour faire des imitations comme ça. Justine, pas pour autre chose. Moi j'étais à la fois déçue, à la fois contente, parce que j'attendais ça avec impatience, surtout qu'ils avaient vraiment sorti un trailer spécialement pour ça et tout, teasé qu'ils allaient mettre en salle, donc limite j'avais envie d'aller voir Élémentaire plus pour ce court-métrage là que pour Élémentaire. Et après j'étais un petit peu déçue parce que je trouve que le scénario lui était un petit peu simplé, mais j'étais quand même très contente qu'ils aient fait ça. Pour le coup c'était un bon clin d'œil là, de la part de Pixar. Moi j'ai pas eu la chance de le voir. Tu l'avais pas? Ah oui, c'est vrai, à Cannes il n'y avait pas. J'aurais dû prendre une séance et regarder le court-métrage et me tirer juste après. Raph dit qu'il y a une théorie triste par rapport à là-haut, Marie. Une théorie très triste, ouais. Que je n'évoquerai pas parce que ce serait spoiler le court-métrage. Une théorie horrible, oui. Non, mais t'as vu, on a spoilé Magnificat, donc tu vas spoiler le court-métrage. Pour ceux qui ont vu le court-métrage, imaginez que juste Carl Fredricksen soit sénile et invente tout dans sa tête, voilà. Et vous verrez le court-métrage de manière extrêmement triste. Je sais pas si ça va me changer ma vie en fait, finalement. C'était déjà assez triste comme ça, il n'y avait pas besoin d'en parler. Triste, au contraire, il est léger le court-métrage. Ça parle de deuil, ça parle de perdre la personne qu'on aime le plus au monde. Je suis dans le déni à cause de la mort, enfin je veux dire c'est... Voilà. Alors comme il y a un paquet de films dont on pourra pas vous parler dans les 2 prochains mois et qu'on a hâte de découvrir, passons tout de suite à notre partie attente de l'été 2023. Mais t'imagines toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface et là, plus de maillot.
Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, Martha. Non, mais attends la suite. Alors, mais quelles sont nos attentes de l'été? À la maison, vous pouvez aussi nous dire les films que vous attendez. On va les prendre par semaine à peu près, voilà. Aujourd'hui, déjà, il y a des films qui sortent et on pourra pas vous en parler. C'est notamment le cas d'Indiana Jones. Est-ce que vous avez envie de le voir? Oui. Pour le principe. Il a des mauvais échos. Exactement. Ouais, je m'en fous des échos, ça va être marrant. Ouais, ça J'ai pas eu le temps de revoir. C'est la nostalgie, on est vieux. Ok. Non, on a besoin de nostalgie. Est-ce que, sauf si vous avez des films à me dire, que vous attendez beaucoup. J'ai un film, mais le dernier Xavier Jean, j'ai perdu le titre. Ouais, Pharaon. Qui a l'air très cool. J'ai vu des images, ça va donner beaucoup envie. Ouais, c'est un film d'action et tout, avec... Des gens qui disent The Raid à la française. Mais... ok, ça sort aujourd'hui, ça aussi. 5 juillet, il y a Miraculous, le film, du coup. Alors, Justine, je crois que tu l'attendais, mais t'as été un peu refroidie. Bah ouais, parce qu'il y a eu plein d'avant-premières, genre même dans des tout petits cinémas, ce qui en soi est assez cool. Mais du coup, on m'a dit que c'était vraiment très nul et qu'en fait, ça reprenait juste une autre histoire, ça suivait pas du tout les dernières saisons. C'est un préquel, je crois. Mais toi, tu suis les saisons de Miraculous. Oui, et en plus, il y en a une qui est toujours pas sortie en France, alors que le film se passe quand même à Paris. Enfin, la série se passe quand même à Paris. Je trouve ça honteux, genre. Mais c'est pas un film français en plus, c'est pas une série française. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Moi, je crois que Miraculous, en tout cas, le film est français. C'est le film le film français le plus cher de l'année même. C'est très bizarre parce que les séries, en tout cas, je suis sûre qu'il n'y a pas que les Français à l'intérieur et on a des séries qui sont plus dispo en Suisse que chez nous. Ah ouais, c'est le film français le plus cher de l'année. D'accord. Ouais. Ah Marie, je pensais que tu serais chaude pour Miraculous. Pardon, je suis déjà trop vieille pour avoir regardé Miraculous une fois. Donc, Avant ça aussi, le 30 juin, il y a Nimona qui sort sur Netflix, un film d'animation. J'étais pas qu'ils l'ont vu à Annecy, apparemment c'est super. C'est sûr, ouais, ok. C'est noté, écoutez l'instant animation, vous en avez parlé pendant 3 heures. Il y a aussi, donc le 5 juillet, il y a Les Filles d'Olpha aussi, de Kauter Benania. Je vous dis, c'est très 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 bien. Bon, on va en reparler juste après, mais allez-y. C'est un putain de documentaire et tout. Faux documentaire en même temps, ça mélange plein de choses, c'est stylé. Il y en a qui vont revoir la ressortie d'Astérix et Obélix le 5 juillet. Oui. On a besoin de rigoler. Il y a des trucs inédits. Ah ouais, il a annoncé quelques trucs inédits. Bon, voilà. Ils vont rater le film. Non. Non, mais t'as des featurettes. Non, je crois que c'est juste des scènes coupées de la fin. Oui, de la fin qui sera qui va finalement ça change pas mettre le film en gros. Mais ouais, le montage. Nouvelle Insidious. Bien sûr, ouais. Traumatisme de ma vie, ce truc. Après, moi, le 12 et 19 juillet, c'est les dates que moi je retiens parce que le 12, déjà, il y a Mission Impossible. Dead Reckoning partie 1 de Christopher McQuarrie, ça me donne trop envie. Il y a la ressortie aussi de Virgin Suicide, j'ai vu la bande-annonce tout à l'heure, ça va trop donner envie de le revoir en salle en plus. Ah ouais, mais attends, le 12 juillet aussi la ressortie de tous les Lars von Trier. Oui, ça aussi, je suis très... genre Dancer in the Dark. Je n'ai pas vu assez, je vais tous les voir. Ah, moi, je les ai tous vus et. Il y a les gens Eustache aussi en ce moment. Si, Dancer in the Dark, je vais y aller. Je pense que Breaking the Wave, c'est trop bien. Les idiots en salle, ça doit être fou. Ce film-là, maintenant, il pourrait pas se faire. C'est clair. Le 19 juillet, il y a le fameux face-à-face Oppenheimer, Barbie. Quel film vous irez voir en premier? Barbie. Ah là là, Oppenheimer, mais les deux. Mais bouche les oreilles, Vincent. Je pense d'abord Oppenheimer, après Barbie, genre, tu sais, on finit par la légèreté, voilà. Et il y a un film aussi qui passe un peu inaperçu, alors que c'est une très très grosse sortie, parce qu'il n'y a pas eu de promo, mais il y a le dernier Miyazaki. Putain, mais oui, ils en parlent toujours pas. Mais ils en parlent toujours pas. Mais parce qu'ils ont dit oui, est-ce qu'il va vraiment sortir ou pas? Mais ils abusent là. Est-ce qu'il va vraiment sortir? Je pense, c'est proche 14 juillet. Ouais, mais tu sais, parfois. C'est bizarre parce que c'est vrai qu'ils en ont vraiment pas du tout parlé. Ils ont dit, je crois que c'était volontaire de pas faire de mais promo là, parce que. Voilà, genre 2 semaines avant la sortie, je sais pas. Moi, je trouve qu'en tout cas, je le disais en off, pour l'instant, le mois de juillet, je l'attends bien comme il faut comparé aux années précédentes. Marie, t'étais pas du tout chaude. On dirait que t'es vénère du cinéma aujourd'hui. Ah, mais vraiment, moi, à part Barbie. Ça, c'est à cause de ton fil Instagram. C'est à cause de plein de choses. Ouais, ok. Pourtant, le 26 juillet, j'ai un film pour toi. Le Manoir hanté.
Est-ce que c'est un vrai remake du Disney justement Oui, c'est la même histoire. Je sais pas si c'est la même histoire, mais ça y ressemble un peu en tout cas. Bon, ça j'irai voir. Il n'y a pas Eddie Murphy juste. Il y a Owen Wilson, il y a Danny DeVito, il y a Lakeith Stanfield que j'aime bien. Ça j'irai voir. Ok, j'ai un film le 28 juillet aussi, c'est Sabotage. Il nous donne le jour où il y a les sorties, c'est le mercredi, c'est pas le vendredi, monsieur. C'est sur Netflix, c'est un truc comme ça. Non, c'est pas. Je sais pas, j'ai écrit 26 juillet moi. Ah si, 26 juillet, c'est bon, t'as le droit. Vas-y. Oh là là. C'est Sabotage, adapté de How to Blow Up a Pipeline. C'est sur des éco-terroristes qui font exploser des trucs. Ça a l'air très 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 cool. Ok. Moi, ça me mais c'est pas le livre qui a été interdit en France ? Ouais, c'est possible. Parce que là, ils viennent de dissoudre les soulèvements de la Terre. Et la même semaine, ils ont interdit un livre qui a été écrit par un monsieur de je ne sais quelle nationalité. C'est adapté apparemment, le film est assez corrosif. Et du coup, c'est vraiment sur des Américains qui font exploser des pipelines de comment on dit, de pétrole. Ouais, ça doit être intéressant. Ça m'intéresse. Bon, à voir si ça vous intéresse. Allez-y, moi j'étais en train de lire les sorties qui arrivent après. France, quand même. 9 août, je dis des trucs. Neil Blomkamp qui revient avec Gran Turismo. Voilà. Ça, c'est très surprenant. Ça, c'est comme. Voilà, c'est comme Gaspard Noé sur son Pokémon. Il y a la ressortie de Punch Drunk Love aussi de Paul Thomas Anderson, la même date. Allez-y, génial ce film. Strange Way of Life de Pedro Almodovar, là, vous savez, son court-métrage, c'est le 16 août. Ça sort au ciné, ça, du coup? Bah ouais, ça sort au ciné. Hypnotique de Robert Rodriguez, il me donne envie, même s'il paraît, il était nul, en plus avec l'acteur préféré de Justine Ben Affleck. J'ai passé un moment incroyable devant Hypnotique, mais c'est vraiment archi débile. Hein. Ah ouais. C'est vraiment twist sur twist, mais moi, c'est tout ce que j'adore avec Robert Rodriguez. La même date qu'Hypnotique, il y a Anatomie d'une chute de Justine Trier aussi. Oui. Qu'on ira bien évidemment voir. Est-ce que vous trouvez pas que l'affiche de Anatomie d'une chute, on dirait une affiche de stand-up? Ah ouais, c'est vrai. On l'a normalement pour ceux qui sont sur Twitch. Elle va s'afficher d'ici 30 minutes. D'ici 30 minutes, il y a un décalage horaire avec la régie, bien évidemment. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que le gars à gauche, il me fait penser de loin aussi à chaque fois à Pedro Pascal. Moi, il fait penser à Nicolas Bedos. C'est pas bon ça. Il me fait penser à Gilly Pop, le pote de JB de Tales from the Crypt. Est-ce qu'on peut faire ça avec tous les trucs qu'on voit maintenant sur les affiches? On peut faire ça avec montage avec toutes les le 6 septembre, il y a Vision de Yann Gozlan, tu en parlais la semaine dernière. Mais il y a d'autres films en août aussi. Il y a les Tortues Ninja quand même. Ah oui, je l'ai pas dit parce que je me suis dit vous en avez parlé dans l'instant animation. Mais je sais pas ça. Et un autre truc aussi, pardon, c'est on dirait la planète Mars qui sort chez UFO Distribution, je crois, qui a l'air marrant. C'est ils prennent des gens et ils les mettent dans le désert pour tester les conditions de Mars et tout. Ah oui, j'ai vu la bande. C'est rigolo. Et il y a le 9 août, il y a le nouveau film du gars qui a fait Dickeneck. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. J'ai l'impression que c'est sur la SNCF, c'est avec Artus et Elsa Zilberstein. Ah oui, putain, allez-y, ça va être nickel. Et du coup, le Dupieux aussi, dont je parlais tout à l'heure. Ouais, il sort quand ça? Je l'ai pas vu moi. 2 août. Ah ouais, mais ça a été annoncé hier. Ah oui, c'est pour ça que Twitter. Moi j'ai fait ça avant-hier. Bon, je vous ai parlé rapidement des Filles d'Olpha qui sort le 5 juillet prochain. Et bien on a pu le découvrir en avant-première la semaine dernière au Diagonal. Et vous savez quoi, on a même pu rencontrer sa réalisatrice Kauter Benania. Du coup, je vous propose de découvrir cet entretien mené avec Axel. Permettez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Kauter Benania est donc en notre compagnie aujourd'hui. Bonjour Kauter, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Contente d'être à Montpellier? Oui, ouais. J'ai une longue histoire avec Montpellier et notamment avec le Cinémed. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. 3 ans après, donc L'homme qui a vendu sa peau, que vous aviez d'ailleurs présenté au Cinémed en ouverture, vous nous revenez avec un film à la croisée entre le documentaire et la fiction. Ça s'appelle Les Filles d'Olpha. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le dispositif particulier que vous avez mis en place avec ce long métrage? Parce que c'est assez conceptuel. Alors, Les Filles d'Olpha, c'est sur de vrais gens. C'est pourquoi c'est un documentaire. Donc, c'est Olpha et ses filles. Et pour raconter leur histoire, qui est une histoire où il y a une tragédie, une histoire traumatique, mais aussi pleine de lumière et pleine de joie et d'humour, je convoque des comédiennes qui vont non seulement jouer leur passé,
le passé de Olfa et Seyfi sous la direction de Olfa et Seyfi, mais Olfa et Seyfi jouent avec elle et les comédiens les questionnent sur ce passé. Donc voilà, c'est un dispositif où tout le monde questionne tout le monde et tout le monde convoque le passé et l'examine. Axel, c'était quoi exactement la genèse du projet? Vous pensiez écrire une fiction d'abord sur l'histoire d'Olfa? Non, ça n'a jamais été question d'écrire une fiction parce que d'abord la réalité était tellement forte et j'avais tellement envie de filmer cette femme et ses filles parce que c'est des personnages incroyables. Mais l'idée c'était vraiment d'utiliser les outils du cinéma pour aller chercher très loin dans cette histoire, convoquer le passé, chose qu'on ne peut pas faire ici, là et maintenant, mais qu'on peut faire avec des comédiens. Et au fait, il y a un cliché très connu dans le cinéma documentaire qui est le reenactment, ce qu'on appelle docu-fiction. Donc on a en général des comédiens qui jouent, et c'est un cliché que je déteste, mais moi j'aime les clichés. Donc ce que j'ai fait dans ce film, c'est que j'ai pris ce cliché et je l'ai un peu détourné. Donc j'ai ramené les comédiens, je leur ai dit, vous n'allez pas faire le reenactment, pas que, mais vous allez aussi poser des questions aux vrais personnages, vous allez réagir, vous allez les inviter à jouer. Donc voilà, c'était pour créer ce laboratoire d'essai où j'utilise les outils de cinéma pour raconter une histoire vraie. Ouais, c'est beaucoup plus assumé par rapport à ce que vous disiez dans ces docu-fictions où souvent c'est pas dit que ce sont des acteurs qui rejouent. En tout cas, c'est la convention. Voilà, c'est ça. Tout le monde sait que c'est ça. Voilà. Et on l'accepte. Et là, c'est vrai que vous le remettez en avant et c'est vrai que c'est une superbe idée. Comment vous avez présenté le projet à Olfa Amrouni et ses filles? Vous leur avez dit directement que ça allait être un film avec ce dispositif-là? Non, au début, je ne savais pas quel genre de film j'allais faire. Je savais j'avais très envie de les filmer, Olfa et ses filles. Donc, je les ai contactées, mais pour comprendre, d'abord pour les connaître, pour voir si elles veulent faire partie de cette aventure. Donc, ça remonte en 2016. J'ai commencé mon premier contact. Après, je ne savais pas trop comment les filmer. J'ai commencé par faire un documentaire très classique. Je l'ai filmé, elle, avec ses deux petites. Ça ne marchait pas. Mais ce processus m'a permis de les connaître un peu plus et d'être en confiance avec elles et elles aussi, d'avoir un échange vraiment très riche. Et ensuite, en 2020, voilà, j'ai repensé le projet pour le rendre plus intéressant. Et c'est là où je leur ai parlé des comédiennes. Et elles ont facilement accepté de se prêter à cet exercice-là, de rejouer des séquences et puis de se voir. Je pense à Olfa qui est jouée par une actrice. Ça a dû être quelque chose aussi de se revoir un petit peu en miroir comme ça. Alors, pour elle, c'était pas du tout compliqué, au contraire. D'ailleurs, Olfa est fan de Sabri, l'actrice qui joue son rôle, parce que c'est une star dans les pays arabes. Au contraire, pas du tout. Au fait, c'était plus compliqué pour les comédiens, parce que les comédiens, ils n'étaient pas dans leur zone de confort. Un comédien, on le voit dans le film d'ailleurs à un moment. Voilà, on le voit en plus, parce que voilà, c'est des comédiens qui s'affichent comme comédiens et qui disent on va jouer ces personnages qui sont en face de nous. Donc c'était plus compliqué pour les comédiens que pour les vrais personnages. Il y a un enjeu moral dans le fait de rejouer une scène qui a déjà été vécue, surtout avec du coup des gens qui ont vécu cette scène. Comment vous abordez cette question sur le tournage avec les acteurs et les vraies personnes justement? Vous savez, on parle souvent de la narration de soi ou le récit a posteriori, c'est-à-dire quand on a un témoignage face caméra à quelqu'un qui raconte une histoire, c'est un récit a posteriori. Donc le faire jouer par des comédiens, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de... Comment dire et moi, c'est pas que les souvenirs qui m'intéressaient, c'est aussi le fait de les questionner. Donc c'est un méta-documentaire. C'est un documentaire où on convoque le passé pour comprendre le présent et pour comprendre ce qui s'est passé. Donc il est plus de l'ordre de l'essai que d'être dans une rectitude de restitution des faits. Les faits sont là, mais les faits en soi, fallait les questionner, fallait les comprendre et faire les liens. Donc, dans ce sens, ce film, c'est aussi un essai.
Et vous aviez commencé à parler d'ailleurs de Olfa en tant que réalisatrice aussi. Vous, c'était quoi du coup votre position par rapport à ça parce qu'il y avait une double réalisation finalement, puisqu'effectivement Olfa, elle donne ses directions, les directions vraiment d'acteurs comme on peut les avoir sur un film d'habitude, mais on les voit filmer, ça participe aussi à ce côté méta. Vous, c'était quoi votre position du coup par rapport à ça ? Moi, j'ai orchestré tout ça et j'interviens pour... Olfa, elle dirige Hind, l'actrice qui est en face d'elle. Et parce que c'est elle le personnage. C'est elle l'original et l'autre, c'est son miroir, c'est la copie. Donc, il y a la personne qui est pour être au plus proche. Donc, c'est Olfa qui a la légitimité de dire à Hind, moi je fais ça et moi je fais pas ça. Après, c'est tout ça qui fait la richesse du film. C'est un film collectif qu'on a fait tout ensemble. Et pour rester sur comment s'est fait le film, d'autant plus que là c'est un film documentaire, ça m'intéresse aussi, en tout cas qui mélange documentaire et fiction. Comment il s'est passé le tournage ? Est-ce que vous avez d'abord tourné les séquences d'entretien, puis ensuite vous avez refait les séquences filmées de façon classique, on va dire, ou tout était fait un petit peu en même temps ? Alors, il y a eu plusieurs étapes. On a commencé par les entretiens. Je voulais avoir le récit raconté. Pour avoir de la matière, j'imagine. Voilà. Et ensuite, on a filmé les scènes. Ensuite, on a refilmé des entretiens. Donc, c'était sans cesse des allers-retours. Et comme le documentaire, c'est quand même une structure assez légère, je pouvais me permettre d'expérimenter, de changer le plan de travail, de dire aujourd'hui, on ne va pas tourner ça. Donc c'était des allers-retours sans cesse. Puis vous avez qu'un seul lieu global de tournage aussi, j'imagine que ça a Oui, j'ai fait ça exprès pour simplifier les déplacements, simplifier la production, être dans quelque chose de simple à manier. J'ai vu que vous citiez Dogville de Lars von Trier d'ailleurs comme source d'inspiration pour ça. C'est quelque chose que vous aviez en tête même au moment du tournage ? Oui, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Lars von Trier parce que dans chaque film, il expérimente des choses, il ose, il n'est pas dans quelque chose de classique. Et je pense que j'ai cité l'exemple de Dogville pour dire on s'en fout du décor. Parce que le décor dans mon film, il n'est pas dans le côté radical de Dogville, j'ai un décor. Mais on voit très bien que c'est un décor. La prison, elle est ouverte des deux côtés, c'est un décor posé. On voit très bien que tout est factice. Donc c'est dans ce sens où les spectateurs connaissent tellement les codes que parfois ils s'en foutent de... Il suffit d'un seul élément pour qu'ils identifient un décor. Ouais. Ça participe aussi à l'ambiance globale de votre film, d'ailleurs, tous ces petits éléments comme ça, et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Axel ? Oui, on peut qualifier Les Filles d'Olfa de film cathartique. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme pour qualifier votre film ? Oui, cathartique, c'est la poétique d'Aristote, donc ça me va parfaitement. Non, ça l'était pas que pour Olfa et ses filles, ça l'était pour les comédiens, ça l'était pour moi, ça l'était pour l'équipe. Il y avait quelque chose de très cathartique dans l'expérience même, et j'espère que ça transparaît dans le film aussi. Tu as quelque chose à rajouter sur ça, je crois. Le film, il développe en toile de fond, on le voit se dessiner au fur et à mesure, un portrait de la société tunisienne, des valeurs et de l'évolution au travers des différentes générations qu'il met en scène. Est-ce que c'était une volonté, du coup, dès l'origine du projet, de mettre en scène en toile de fond la société tunisienne, ou c'est avec ce qui montre les différentes générations, etc., que du coup ça s'est mis tout seul finalement? Alors moi je me méfie beaucoup de montrer la société tunisienne, faire une radiographie de la société tunisienne, tout ça, parce que moi je pense qu'on voit un film, comme Ted Bundy, on ne va pas dire la société américaine, voilà, chaque histoire est particulière. Bien sûr, ça dit quelque chose sur le pays parce que c'est un film où la grande histoire et la petite histoire sont connectées. Donc non, moi ce qui m'intéressait pas, c'était pas la société tunisienne, c'était cette idée de transmission mère-fille, et c'était le thème de l'adolescence, qui est pour le coup ces deux thèmes universels, et creuser ces deux thèmes dans cette histoire-là, c'était la chose qui m'a le plus intéressée. Oui, il y a un vrai rapport de filiation, de sororité entre les filles et tout, c'est vraiment ce qui transparaît dans le film.
Oui, mais c'est des thèmes qui m'intéressent, donc voilà, c'est pour ça. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de mise en scène parce que c'est souvent quelque chose qui est délaissé en documentaire. En tout cas, on en parle moins. Et alors, votre film, ça joue beaucoup sur des surcadrages. Il y a des très beaux jeux de symétrie aussi. Et on sent que vous avez placé aussi les personnages d'une façon particulière. Ça crée vraiment une chorégraphie dans l'image. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce travail-là ? Oui, moi j'aime beaucoup la mise en scène, j'allais dire, mais ça veut rien dire puisque je suis metteuse en scène. Metteuse en scène. Ouais, mais parfois quand on voit certains films, on se dit qu'il n'aime pas trop la mise en scène. Hein. Le documentaire c'est très spécial. Moi j'ai eu la chance de faire déjà quelques documentaires où j'ai appris un certain nombre de choses. Effectivement, quand on débarque dans le documentaire, on a envie de capter le moment coûte que coûte. Donc, on est en mode sniper. Et ça, à mes débuts, j'étais un peu comme ça. Et ensuite, je me suis dit, non, il faut réfléchir à ce qu'on est en train de tourner, comment le tourner, qu'est-ce que ça raconte. Et puisque je fais aussi de la fiction, où là, on réfléchit pour le coup, et même en storyboard, tout ça. Donc, c'est la combinaison de ces deux expériences qui m'a permis de faire ce film dans ce sens, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que, par exemple, Olfa était fan de Nsabri, l'actrice. Et du coup, vous avez déjà évoqué un côté très méta. C'était un but de parler de la réflexivité du cinéma ou de cet aspect méta-là dans le film ? Un but, non. Mais moi, je me dis... Enfin, on vit dans une époque où on a tous des caméras, on sait ce que c'est que filmer. Donc, continuer à prétendre que la caméra n'existe pas et que le quatrième mur n'est jamais brisé, parfois je trouve ça hypocrite quand je vois des films, enfin ça dépend lesquels, les films. Et pour le coup, moi je voulais faire un film de notre époque où la fabrication se donne à voir, où les spectateurs savent ce que c'est, un acteur, savent ce que c'est qu'une caméra, connaissent tous ces codes, et ces codes participent à enrichir l'histoire. Il y a même une scène du coup où Nsabri parle d'elle-même en jouant le rôle d'Olfa, c'est assez marrant. Est-ce que tu avais une question à ajouter ? Non. Alors on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question c'est la suivante, ça nous permet de sortir un petit peu aussi du film. Est-ce que il y a un film que vous avez vu dernièrement au cinéma ou en streaming qui vous a marqué et que vous aimeriez recommander ? Un film récent, vous voulez dire ? Un film récent ou un film même que vous avez redécouvert ou quoi, mais... Redécouvert, oui. The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, qui est l'un des films qui m'a inspiré pour les filles d'Olfa et que je trouve pour le coup très puissant et très méta aussi. Donc comme ça, il y a un double programme qui peut être fait avec ce film-là et votre film. Bon, en tout cas, on rappelle que Les Filles d'Olfa sort le 5 juillet prochain. Merci à vous, Kauter Benania, de nous avoir fait l'amitié de répondre à nos questions. C'était super intéressant. Merci à vous. Il est l'heure, oui, il est l'heure. De quoi vous allez me dire ? Du dernier quiz de la saison. Ceux qui le remportent passeront de bonnes vacances. Les autres seront au fond du fond. Suspense en perspective. The game is on. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir Marie. Bonsoir. Smile. À ma gauche, l'équipe de Nino, accompagnée de Simon. Et à ma droite, l'équipe de Justine, accompagnée de Vincent. Les premiers que j'ai cités sont les chefs d'équipe, bien évidemment. Je vais vous demander de me donner le titre de ce quiz. Et Simon, tu ne le joues pas puisque tu l'as vu. Ouais, parce que c'est... Vas-y, Nino, dis ton titre. Astéroïde Quiz-T. Ça tend des trucs, c'est bien. Bah vas-y, c'est pour toi, c'était chef d'équipe. C'était Magnifique Quiz. Magnifique Quiz. Ouais, ça, tu peux nous l'accorder quand même. Franchement. Non. C'était Astéroïde Quiz, il n'y avait pas de mélange. Je suis désolée, c'était bien tenté, mais tu peux nous l'accorder. Parce que je lui ai rien dit en plus, tu vois.
Non, vraiment, je veux rien Tu dis dire. ça parce que tu veux non, je veux rien dire. Écoutez, non, Bon, vous commencez ok. à En plus, t'as égalité. rigolé quand j'ai Oui. dit Quisty. Oui, parce que c'était drôle, parce que ça me fait penser à Ah, Ice-T, si. mais Ouais, c'était bah voilà, un quiz. bah oui. Mais Voilà. sauf qu'elle a dit, il fallait pas la faire rire ce soir. Je suis pas là pour rigoler, ok? Donc, première question, attention, vos casques, tous et toutes. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Moonrise Kingdom. Non. French Dispatch. Edward du Darjeeling Limited. Non. Rushmore. T'as dit quoi, Justine? Conduit la feste Non, j'avais dit The French Dispatch. Non et non. La La Star City. Famille Tenenbaum. Mr. Fox. Non. Fantastique Mr. Fox. Fantastique Le chien. Mr. Le chien. Non, c'était ça. Calmez-vous, c'est fantastique, Mr. Fox. Tout va bien. Ça va très bien Georges se passer. Clooney. Un Georges point Clooney en pour l'équipe Fox. de Nino. Mathieu On passe Amalric. En or et en bois, la première info étant la suivante. François Damiens souhaite mettre fin à sa carrière Oui, à cinématographique ses jours. pour se concentrer sur un projet culturel et artistique d'envergure internationale. Tu l'as lu ou pas? Un projet, t'as dit quoi? Et c'est peut-être Culturel quelqu'un d'autre. artistique? Quoi? C'est peut-être D'envergure quelqu'un d'autre. internationale. J'ai pas lu ça en tout cas. Bon, bah alors on dit en bois. Ouais. En bois alors, vas-y. En bois. Par esprit de contradiction, on va dire en or. Alors, non, c'est bien Non, faux, non, c'est bien en faux. bois. C'est faux, c'est Benoît Poulvorde Ah, voilà, qui tu a vois, c'était confié quelqu'un ça. d'autre. Il J'ai a pas confié lu être ça à du bout et fatigué de son travail d'acteur. Voilà. Par contre, je sais pas c'est quoi le projet. Je trouve que c'est Je une suis plus grosse désolée. merde, c'est international. Quel Poulvorde. suspense. Bah, vous irez chercher, je suis désolée, j'ai pas la réponse. Tu trouves que c'est une grosse merde, c'est ça que On t'as a dit? deux trouve chez que c'est l'équipe de une plus Nino, grosse un chez perte. l'équipe de Ah. Justine. Que François Damiens. Ouf, ça fait la balle réelle. Hein. Deuxième info, l'histoire du prochain film d'Ari Aster, Eddington, se déroulera en pleine pandémie de Covid. Oui. Bah, arrête de faire le mec Je sûr. pense que c'est ça. Ah, moi aussi je crois, mais je suis pas vraiment sûr. À moins qu'on fasse du double bluff. Alors, pardon, je effectivement, suis c'est en or. Le réalisateur a annoncé cas, que son prochain film Eddington serait un western néo-noir dont l'action se passerait dans une ville minière fictive du Nouveau-Mexique contemporain. En pleine pandémie de Covid, donc. Vous passez à 3 chez Nino, à 2 chez Justine. Dernière info, Jennifer Lawrence a déclaré qu'elle n'avait rien compris au film Mother. Après, non, mais elle est pas aussi conne que ça. Je pense que c'est peut-être faux, mais attends. Je réfléchis. Véro et Dame Dame, ils étaient à fond sur Poulvord, ils savaient que c'était lui. Ouais. Bon, après, vas-y, je sais pas, en or. On le tente quand même en or, parce que Ouais. peut-être qu'elle a vraiment pas compris. En or. Non, c'est faux, je pense. En bois, mais peut-être qu'elle a. T'as dit vu qu'on- comment c'est comme ça qu'on les brain? Ok, Voilà, t'as Ok, vu, j'essaie de t'as faire vu, pareil. c'est comme J'essaie ça. de faire pareil. Alors c'est vrai. Et ouais. C'est vrai. Je sais qu'elle avait dit, mais. Je suis sûr, ils m'ont pas écouté, en plus. C'est pas la meilleure partie de l'info, je trouve. Parce que Ouais. quand on lui a demandé comment elle avait compris le film sur une échelle de 1 à complètement perdu, elle a répondu au journaliste, je cite, « Je vais être tout à fait honnête, eh bien je couchais avec le réalisateur, donc je connaissais bien les grandes lignes. Je dirais 5 ou 4. Si jamais quelqu'un a besoin de conseils pour comprendre un film, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Wow. » Voilà, un petit trait d'humour de Jennifer Lawrence. Mais donc elle a pas dit qu'elle avait rien compris. Ah bah elle a dit que sur l'échelle de 1 à complètement Bon, perdu, 5, elle était à c'est pas mal, 5. 5, Alors, C'est pas à 5, pareil, alors quand qu'elle même. couchait avec le réalisateur. Non, mais c'est bon. Dans pas si pareil. tu regardes le nom de la news, il y a écrit qu'elle a rien compris. Non. De toute exactement. C'est Déjà oui. putaclic. Et Ouais. de toute façon, c'est moi la chef. Voilà, C'est vrai. 4 l'équipe de Nino. Yes. Qui a dit Quand il y a quelques années, j'ai vu dans un journal que Martin Scorsese était en train de faire un film Wes pour Anderson. Netflix, en l'occurrence The Irishman, Steven Spielberg. j'en ai éprouvé de la souffrance. Les plateformes, c'est pour les Christopher séries. Nolan. Coppola. Les films doivent se faire pour le cinéma. James Mangold. Non, tant qu'il y aura des cinémas ouverts, je ferai des films pour le cinéma. Quand j'écris un Tarantino. film, je ne peux pas imaginer que je l'écris pour un gamin de 14 ans en train de regarder sur son téléphone portable. Ah, ça me ça dit ne un me truc. vient pas à l'esprit. C'est un réalisateur. C'est un réalisateur qui va sortir un nouveau film bientôt et donc il était interviewé à l'occasion de ce... Fincher. Christopher Nolan. Macquarie. Ah non, Fincher. Oula, on a dit Fincher, on a dit... Nolan. Non, non. Macquarie, moi j'ai dit. Non. Ça Quentin finit Dupieux. pareil. Ah. Non. pareil, merde. C'est Coris Maki. un réalisateur qui a une palme d'or, ou peut-être même 2. Oh, Au moins Coris une. Maki encore. Au moins une. Et qui n'est pas américain. Je saurais pas Nanni dire. Moretti. Oui. Ah ouais. Nanni Moretti. Bien Il joué, était en bien promo joué. pour son film Vers un avenir radieux. Et donc il C'est en a vraiment la profité pour dernière tacler syllabe. Netflix. Oui, c'est le i en fait. Hein, c'est vraiment le i. D'accord. Ouais, j'ai cherché des Moi je cherchais un Quarry, tu vois, Wari. Vous passez Non, c'est- H5 dans l'équipe de Nino. On arrive à la Sherlock Holmes qui est une John Watson, donc 4 propositions. Chacun me donne une proposition. Si on est tout seul, on gagne combien de points à la bonne proposition 3 et sinon c'est 2, c'est ça C'est 1. Ah non, c'est 1 chacun. Ok. Autrefois considérée comme la 4e marque la plus appréciée des États-Unis, Disney a chuté ces dernières années dans le cœur des Américains jusqu'à atteindre la 77e position sur 100, selon un classement réalisé par Axio Harris. Pour quel motif ont-ils chuté ? Ils traitent mal leurs employés, les films ne sont pas assez novateurs,
genre trop de suites, etc. Ils sont trop engagés pour la diversité. Ils ont trop augmenté les prix des produits dérivés à cause de l'inflation. Normalement, il y a des magnifiques images. 2 Voilà. ou 4. Non, moi j'aurais dit la 3 parce que tu vois, Ah vu ouais. comme elle dit sa question, Marie, je pense qu'elle est vénère. C'est pas moi qui l'ai écrite, donc. Vu Bah, comme je sais elle la pas, lit, c'est- sa question. Le truc de la Non, mais c'est quand même diversité, une, ça veut dire La un diversité, truc. tu sais, genre. Après, les conditions des employés, regarde, c'était ça quand marche même bien beaucoup avec élémentaire aussi et tout. dans les Mais médias. ouais, mais je en pense même pas temps, que c'est une stratégie qui a à ce démarré point-là, par quoi. les grandes marques, donc c'est que ça doit marcher. Genre sais, les Netflix employés, fait la même ils voient chose. bien, mais ils s'en foutent. Quoi Alors que Ouais, la mais diversité, Disney, ça se voit peut-être les plus. apporte. Non, mais la diversité, parce qu'ils ont enlevé des trucs de leur catalogue en plus là récemment, donc je trouve que ça correspond au drama. Moi, je sais pas, j'aurais c'est dit 3 ou 2 ou 4. 4. Bon, vas-y, Ouais, c'est trop je te suis, c'est toi le chef d'équipe, mec. Attends, c'est quoi la 2 déjà? Alors, je le répète, Moi, je dis traitent trois. mal leurs employés, ils sont pas assez novateurs, trop pour la diversité ou les prix Pas ont trop assez, pas augmenté. assez novateur, ça me paraît plus. Vas-y. Ah, mais Moi après, aussi tu j'aime vas bien. t'énerver, Non mais moi j'aime bien cette idée-là, mais je suis pas sûr que les gens y pensent. Mais vas-y. Parce que les gens ils sont contents. Ils Par vont... contre, vous me donnez une réponse. Bah, pas assez novateur. D'accord. Trop de suite. La diversité. Évidemment, ils sont trop engagés pour la diversité. La droite américaine les accuse de wokisme, si bien qu'à présent, se rendre dans un parc d'attractions Disney est considéré comme un geste militant de gauche. La gauche, quant à elle, déplore le manque de radicalité de la firme. Comme l'a dit le New York Times, en essayant d'en offenser personne, Disney apparemment a perdu tout le monde. Ah, ces Nous écolo-terroristes qui passent leur jour à Disney. C'est fou, hein. C'est fou. On gagne 3 points dans l'équipe de Justine et on arrive à 5 et vous égalisez. On On dit arrive, quoi? On dit merci Nino. Non, j'ai rien à faire. on arrive au quiz spécial, les 4 éléments. Au Les cinéma. 4 éléments, ok. J'espère qu'il y en aura un 5e. Je vous commence ce quiz avec la qui c'est celle-là. Si je vous dis Pamela Liliane 5e Hailey. élément. Non. Et Pamela Liliane Hailey. Hailey. Ou Isley, je sais plus comment Isley, on ah dit. ouais. Je peux vous le dire de différentes Ouais, manières. vas-y. Pamela Liliane Isley. Non, je veux bien des indices. Pamela Liliane Isley. Question C'est sur un le thème. Est-ce que c'est palier. est-ce que dans le titre du film il y a forcément Non, un rapport avec les pas du éléments tout. Ok. Oh là là. Ok. Ça veut Pas dire du tout. que- Et ça Cinq peut être légendes. non, ça peut être juste un aspect du film également. Ouais ouais. Bon, Ok. vas-y, Pas tout t'as un le film. indice ou pas? C'est le seul. Ce nom, C'est un il film de dit quelque chose. super-héros. Les 4 fantastiques. Non. Les. Les 4 Fantastiques 2, je sais pas comment D'ailleurs, ça Les Indestructibles. ce super-héros là, on l'a vu il y a pas très longtemps dans un film. Spider-Man, No Et Way c'était Home. très étonnant. Non. Ant-Man et la s'appelle. guêpe. Woman. Non, non. Attends, dans un. T'es dans le bon univers, Nino. Flash. Attends, Ouais, The Ant-Man. Flash. On a vu précisément Non, cet des acteur-là qui joue Superman. ce Catwoman. oui, Batman. évidemment. Batman. Mais bon, bah oui, mais il me faut un film. Batman Forever. Begins. Non, Batman le 2, le défi. Poison Ivy. Défi. Batman The Dark Knight. The Dark Knight, The Dans Dark quel Knight film, dans quel Rises. film, Nino, en fait Batman. Le défi, bah, Batman. Poison- Non, Batman et Robin. Batman et Robin, Ouais, oui, Batman celui et de George Robin, Clooney. évidemment. C'est le nom de Poison Ivy qui est joué Ouais, par c'est ça, voilà. Uma Thurman et Ouais, du coup oui. qui maîtrise la terre, les Mais c'est plans. vrai. Mais il y a un film Poison Ivy, non? Donc j'ai quand même. Non. J'en ai aucune idée, mais de toute façon c'est Batman et Robin, donc Un DTV peut-être, un faites DTV pas en chier. dessin animé. on passait à 6 dans l'équipe de Nino. Ok. On passe à une réplique à un film. Attention, dans quel film peut-on entendre cette réplique? Avatar is dead. If he was here, je he would protect us. Grand Budapest Hotel. Non. My name is Ong, and I'm the Avatar. Ça a cloué le bec à tout le Avatar, monde. le dernier Avatar, Oui. le dernier de l'air. Absolument. I'm the Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air. Un bon Ouais. gros film de merde. Vous passez Heureusement à qu'il le 7 dit parce chez que sinon on Nino. n'aurait jamais trouvé. Ouais, I'm Hong, the Avatar. Ouais, c'est vrai que du coup c'était facile, mais bon. Moi j'ai pas compris. On passe au résumé raté. Je commence. Avant d'être capitaine de la flamme, il était juste une flamme. Petit frère surexcité et fan de sport extrême, ce héros partage l'affiche avec 3 autres personnes, Speed Racer. mais que des scientifiques. Dans ce quatuor pas très musical, l'un va souffrir et faire L'aventure souffrir intérieure. ses proches à cause de son cœur de pierre. Les deux autres J'ai sont un quatre couple. Fantastiques. Oui, les 4 fantastiques, tout à Ah, fait. Vous passez à 6 dans l'équipe de Justine. On arrive au jeu des synonymes. Si je vous dis double virtuel, le chemin du liquide type H2O. Quoi? Les sirènes. Répète doucement. Jumeaux, mais pas trop. Double virtuel, le chemin du liquide type H2O. Avatar, le dernier maître de l'air. Mais non, Toujours on pas, va mais dire bah, Avatar t'étais the presque. Water, la voix de l'eau. Oui, bah absolument. c'est bon. Avatar, la voix de l'eau. Ah, ok. C'est pas le même film du tout, mais oui, t'avais le bon début quoi. Vous passez à 8 chez Nino. Merci le Québec. Si je vous dis un monde sans terre. Le jour d'après. La fin du monde. Non. Greenland. 2012. Non. Un jeu. Un monde sans C'est un titre est anglophone donc. The Road. Apocalypse. Non, non, Signe. non. Le livre de Lee. Si je peux vous donner un indice, si les sans terre, c'est qu'il y a un autre élément qui le recouvre complètement.
Storm. Non. Non, je sais, le film de Kevin Costner. Ouais. Waterworld. Il a dit Underworld. J'ai dit Underworld. Mais je pensais à Waterworld et j'ai dit Underworld. Mais donc oui, Waterworld, absolument. Vous passez à 9 c'est moi qui chez l'ai donné. Nino. Non, je l'avais. Il avait Kevin Costner déjà, donc c'était pas mal. On passe à Sacré Film. Je vais commencer par l'équipe de Nino et Simon. Ok. Vous pouvez réfléchir à 2. Ouais, c'est ça. En gros, la question c'est feu ou eau. Vous me dites feu, vous me dites eau pour le film, tout simplement. Noé. Eau. Il y a du feu après. Hein. Non, mais il y a beaucoup d'eau. All is Lost. All is Lost, eau. C'est sur un bateau, c'est Robert Redford. Oui. Sauver ou périr. Feu. C'est avec Pierre Ninet. Backdraft. Backdraft, feu. Renoir, très bon film. En plein feu. Feu. Oui, vous arrivez à 14. Putain, mais c'était bon là, la radia. Justine et Vincent. Fahrenheit 451. Feu. C'est trop simple. C'est simple en fait. Geostorm. Eau. Oui. La vie aquatique. Eau. Vaillante. Moi je l'ai. Feu. Ouais, c'est feu. Les moissons du ciel. Eau. Les moissons du ciel. Ouais, allez. Non, c'est feu. J'aurais dit feu. Oui. Vous arrivez à 10. On arrive à la pas tournée. Question, derrière lequel de ces titres ne se cache pas au moins 2 films ou plus, remake ou non. Wow. En gros, est-ce qu'il y a plusieurs films qui existent sous ce même titre? Ok. Le vent se lève, Man on Fire, En eau trouble, Autant en emporte le vent, Le jour où la Terre s'arrêta. Donc il y a 4 films qui existent en plusieurs versions et un seul film qui n'existe qu'une seule fois. Le vent se lève, Man on Fire, En eau trouble, Autant en emporte le vent, Le jour où la Terre s'arrêta. Il n'y a pas de d'image parce qu'en fait ça vous donne des réponses si je vous donne des images. En eau trouble, tu peux. Bah en eau très trouble c'est maintenant. C'est entre parenthèses le trait en plus. Est-ce que tu le comptes? C'est déjà un remake. Ouais. The Meg. C'est The Meg pour de vrai. Man on Fire, ouais. C'est avec Denzel Washington. En eau trouble, mais je pense que ça pourrait être. Le vent se lève, Man on Fire, En eau trouble, Autant en emporte le vent, Le jour où la Terre s'arrêta. Et Autant en emporte le vent, il y a eu un remake? Je sais pas, mais je pense que vas-y, il y a dû en avoir. Il y a eu Autant en emporte le vent. Le 3 on dit En eau trouble. Du coup ou pas? Ou c'est peut-être Man on Fire tellement ça paraît évident. Alors, non, on dit Man on Fire. Très bien. Tu vois, vas-y, En eau trouble. J'ai dit ça pour. C'est bien, ça esprit de contradiction. Donc, ça fait bon déjà, Le vent se lève, il y a le Ken Loach en 2006 et le Miyazaki en 2013. Le jour où la Terre s'arrêta, il y a le classique de 51 et le remake de 2008 avec Keanu Reeves. Man on Fire, il y a le film de 87 avec Joe Pesci et Jonathan Pryce et le film avec Denzel Washington en 2008. Mais Au trouble, il y a aussi. En eau trouble, il y a un film avec Jason Statham en 2008 et un avec Billy Bob Thornton en 2002. Autant n'emporte le vent. Il n'y a jamais eu d'autres films que le classique. En même temps, c'est tellement connoté que bon. T'es sûr qu'il n'y a pas Autant en emporte le vent? Je suis absolument sûre. Je suis désolée. Bah pas de point. On passe au casting. Dans quel film y a-t-il ce casting? Mathieu Kassovitz, Mia Fry, Mai Wen, Chris Tucker. Cinquième élément. Waouh, je vous avoue, je ne sais pas là ce qui s'est passé. On dit presque pareil, mais j'ai envie de le donner à Vincent quand même. Ah bon? Ouais. C'est beau. Ah ouais, tu l'as entendu avant chez moi? Je sais pas en vrai. Bon bah trop tard, j'ai mis 11 à l'équipe. Sinon tu donnes aux deux. Sinon tu donnes aux deux. Il est sympa, il a l'air d'être sympa. Musique de film. Attention. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Avatar. Non. Ah putain, Sia là. Ah ouais. C'était pas Sia. 5 légendes. Yana? Non, c'est pas Sia. Ah, c'est pas Sia. La chanteuse s'appelle Skylar Grey. Ah ouais, je l'aime bien elle. I'm coming. Sirène. C'est ça, c'est elle qui chantait ça. De P. Diddy avec P. Diddy. Yana. Non, toujours pas. C'est un film d'animation. C'est le bon élément. Non, c'est pas un film d'animation. Ça parle d'eau, effectivement. C'est un film. Comment ne pas vous trop vous donner d'indices? Parce que si je vous dis un truc, ça va direct vous donner la voix. Titanic. Ça se passe sous l'eau. Sous l'eau. The Shape of Water. Non. Avatar. Toujours pas. Le futur biopic sur les gens qui sont morts en sous-marin. C'est un film qu'on n'a pas aimé, a priori. C'est un. Vous voyez The Flash, bah dans la même veine. On le voit dans Aquaman. Oui, Aquaman. Ouais, non, mais vas-y, s'il te plaît, cette fois tu lui donnes aussi à moi alors. Ah bah non, il a dit bien avant là pour le coup. Mais je sais, mais tu vois tout à l'heure. Non. Après, hein. Merci. Vous passez à 12 équipes de Justine. Nino, je compte sur toi. On arrive au duel time. Alors, les chefs d'équipe, vous allez avoir le choix entre 2 thèmes. Nino, tu vas commencer. Tu as le choix entre animé japonais ou tout feu tout mouillé.
Animé japonais. Mais ça sent la merde, l'animé japonais. Mais bon, vas-y. Lequel de ces personnages d'animé ne manie pas le feu? Natsu, dans Fairy Tail. Il n'y a pas d'image, parce qu'évidemment, voilà. Ouais. Parce qu'on les voit tout le temps faire manier leur élément, quoi. Rei Ino dans Sailor Moon, Inasa Yorashi dans My Hero Academia ou Itachi Uchiwa dans Naruto. Lequel de ces personnages animés ne manie pas le feu? Natsu dans Fairy Tail, Rei Ino dans Sailor Moon. Moi aussi, je dirais Sailor Moon, comme ça, mais bon. Je note. Justine, tu as donc la question tout feu tout mouillé. Je ne vous ai pas fait perdre la semaine dernière. Laquelle de ces œuvres ne met pas, je précise, en scène un couple feu-eau, tout comme dans Élémentaire? Le monstre des mers, la légende de Korra, les enfants de la pluie, Shark Boy et Lava Girl. Ah, quel film Shark Boy Lava Girl. Robert Rodriguez, Always. Bah, il est incroyable, mais c'est de la merde, ouais. Lequel de ces films ne met pas en scène un couple feu-eau? Ouais, tu peux répéter. Le monstre des mers, la légende de Korra, les enfants de la pluie, Shark Boy et Lava Girl. Les enfants de la pluie. Je note. Nino. Ah non, ça va. Ah, quoi que. Nino, tu m'avais dit Sailor Moon. Ouais. Bon, je suis désolée, Reino il manie le feu. Par contre, Inasa Yorashi dans My Hero Academia manie l'air. Ah bah ouais, mais non, mais il avait pas bien compris. Désolé, vous perdez 4 points, vous arrivez à 10. L'accent était pas... C'est à cause de ça, ouais, j'imagine. Il a pas compris. Justine, bon, Shark Boy et Lava Girl, tu l'auras compris, c'est un garçon requin et une fille lave. J'ai eu avec le titre, ça. Voilà. La légende de Korra, c'est la suite de Avatar, l'animateur de l'air. Elle manie l'eau et elle tombe amoureuse d'un mec qui manie le feu. Les enfants de la pluie. C'est Élémentaire avant Élémentaire, c'est-à-dire que c'est un monde de l'eau, un monde du feu et il tombe amoureux. Je suis désolée. Par contre, le monstre des mers, c'est juste un monstre dans la mer, mais il n'y a pas de feu. Désolée. Allez, voilà. Donc vous perdez 4 aussi et vous arrivez à 8, on a une victoire. Mais à pas loin de l'équipe de Nino et Simon, bravo. Bah merci Marie et merci Raphaël aussi pour écrire sur et Marie-Ange aussi qui m'a aidé. Et Marie-Ange, bah merci à elle aussi. Comme tous les mercredis, on finit l'émission du jour par un de nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Justine, on débute par toi, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Ouais, le film Tin et Tina sur Netflix. Ça m'a fait marrer parce que juste avant, là, j'écrivais juste pour chercher le nom des acteurs et j'ai vu qu'il y avait des hyper mauvaises notes sur internet. Et moi, j'ai grave kiffé. Je l'avais vu du coup passer sur mon feed Netflix plusieurs fois parce que du coup, l'actrice principale du film, c'est Milena Smith, donc celle qui joue aux côtés de Penelope Cruz dans le dernier Almodovar et qui joue très bien et qui a été très bien révélée. Et elle joue avec le mec de La Casa de Papel, donc bon casting, mais normalement ça suffit pas un film Netflix. Et là, c'est un peu horreur, un peu thriller, et ça parle de deux gamins qu'ils adoptent en gros, et c'est vraiment intéressant. Ça parle aussi de religion, et il y a des très beaux plans. Ça dure un peu plus de 2 heures, donc c'est un peu long pour un film Netflix, mais il y a des très beaux plans, et de temps en temps ça fait bien peur, et je trouve que c'est bien joué parce que c'est des bons acteurs et que pour une fois ils sont pas trop mal dirigés. Content que du coup ce soit un bon film de plateforme qu'on n'a pas envie de voir au cinéma et qui est bien à regarder sur la plateforme. Voilà, je conseille. Alors Vincent, quand il nous parle pas de jeux de société, il nous en parle quand même un petit peu, on dirait. C'est ça. Moi, je recommande Escape Simulator. C'est un jeu vidéo d'escape game. En gros, c'est tout simplement, tu peux y jouer je conseille à 1, 2, 3, plus ça devient compliqué, mais t'es dans une salle avec l'avatar de toi et tes amis, et tu dois réussir à t'en sortir. En ligne, tu peux jouer? Ouais, c'est en ligne, c'est ça. Et t'as 15 minutes généralement pour t'en sortir. Tu peux mettre plus de temps, juste t'auras pas le maxi score. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a des salles qui sont proposées par le développeur qui est Pine Studio, mais surtout c'est collaboratif, c'est-à-dire que tout le temps, la communauté propose et construit des escape games parce que c'est aussi un créateur d'escape game, et donc il y a vraiment une ressource infinie d'escape game en ligne. Voilà. Bon, c'est noté. Marie, elle propose des trucs genre la Coupe du Monde, elle propose les festivals locaux. Je suis médiatrice culturelle, les gars. Elle nous propose le festival d'Avignon. Un truc genre, je sais pas ce que c'est. Festival. Incroyable festival. Moi, je vais y aller quelques jours, mais vous pouvez tout le mois de juillet voir plein de pièces, 10 pièces par jour si vous voulez. Non, c'est un peu trop, mais 5-6, ça se fait. Et c'est du théâtre, voilà. Et le théâtre, c'est trop bien. Et c'est un festival juste oufissime, voilà. Donc allez-y, au moins une journée. Des bouteilles d'eau.
Ouais, parce qu'Avignon, faire très ça tape attention. un petit peu, je préfère vous le dire, mais il y a des choses incroyables. C'est ça, la cité des papes. La cité des papes. J'avais envie de dire cette phrase qui ne veut rien dire. Nino. Moi, je recommandais Story of Ricky. C'est un film hongkongais des années 90. C'est un mec qui lui aussi est mal noté finalement, mais pas pour les mêmes raisons que Justine. C'est un mec qui défonce des gueules dans une prison, mais qui en même temps c'est un personnage vraiment full valeur. Moi j'ai passé un super moment, c'est très très drôle et en plus c'est vraiment bien rythmé et franchement c'est vraiment drôle. Après c'est assez gore, mais gore marrant. Ouais. Et voilà, c'est trouvable sur internet, là j'ai cherché en 2 secondes. Il est sur archive.org, je crois que c'est légal. Ah ouais. Archive, tu dis archive, archive. Ouais, ça doit être ça, oui. Archive.org. Bah oui, c'est là où sont hostées toutes nos émissions. T'inquiète, c'est légal. Moi, je finirai avec la série The Full Monty de Simon Beaufoy et Alice Nutter. C'est la suite, 25 ans plus tard, de The Full Monty. C'est disponible sur Disney+ depuis le 14 juin. J'ai vu les 2 premiers épisodes, franchement. Mon Dieu. C'est beaucoup plus dramatique finalement pour le moment que le film original. Mais ça fait plaisir de retrouver les personnages, tout ça. Mais par contre, surtout, si vous n'avez pas vu The Full Monty, le film aussi, je veux dire, c'est incroyable. C'est génial. Moi, c'est un de mes films d'enfance. Oui, c'est le même casting. On retrouve Robert Carlyle, Mark Hardy, j'adore. Tom Wilkinson et tant d'autres. Donc, foncez découvrir ça si vous avez aimé le premier film, bien sûr. Ouais. Merci du conseil. Merci à l'équipe présente ce soir pour m'avoir accompagné du coup lors de cette dernière émission de l'année. Vincent, Justine, Nino et Marie. D'ailleurs, merci à toi Nino pour les news et à toi Marie pour le quiz. Remercions également Axel, Antoine et Margot qui m'ont accompagné sur l'entretien en compagnie de Kauter Benania. Donc merci à elle aussi. Merci aussi à Yanis à la régie ainsi qu'à Florent à la vidéo. J'ai pas dit au brillant Florent, j'avais écrit brillant mais il peut voir que je l'ai pas dit. Ça a rien qu'il a retenu quoi. Parce qu'il est brillant. Voilà. Plus généralement, Yanis me dit dans le casque qu'il est pas brillant. Non, il est pas brillant, il est extra brillant. Plus généralement, merci à toute l'équipe de TCS pour cette nouvelle saison. Un grand merci à Raphaël qui nous fournit des visuels de qualité chaque semaine. Si l'émission vous a plu, que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. De notre côté, on vous fait plein de bisous et on va essayer de bien se reposer pendant l'été avant de revenir en forme pour une nouvelle saison Véro, hein. En septembre, on toujours. En attendant, j'ose aller contre mes règles de vous quitter avec une nouvelle chanson, un titre qui fête son anniversaire. Et je vous laisse juste avec un titre random, une piste qui sent bon la douce mélancolie de l'été. Dagenham Dream de l'excellent Blood Orange. C'est mon état d'esprit en ce moment, Marie, tu le sais. Bonne écoute et bonnes vacances à vous si vous en avez. The Cinema Show, c'était tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. I've always heard, or like I was always hyper aware of
things that the people around me who were charged with my care were told me that, like, be silent or be quiet or be ashamed or hide or perform a version of myself that wasn't really me. And so I think that through my life, I've always been hyper conscious and aware of not going into spaces and seeking too much attention. Because a part of survival is like being able to just fit in, to be seen as normal and to, like, quote unquote belong. But I think that so often in society, in order to belong means that we have to, like, shrink parts of ourselves.